tu es obligé de faire des actions atypiques pour y arriver. Moi, tu vois, j'ai investi dans les parkings, c'était tous mes potes me disaient: «Ne fais pas ça. Pourquoi tu vas acheter un parking que tu vas diviser en 4 pour gagner, 45 €, 50 €, aller chez le notaire?» et cetera. Tout le monde se foutait de ma gueule. C'est ça. C'est qu'en fait, je me suis dit: «Je vais être seul». C'est ce qu'on disait un peu avant. Ouais. La solitude de l'entrepreneur, c'est terrible. Ça génère des dépressions. Je vais être seul, sur mes réseaux. Ah oui, les gens, ils m'envoient des messages: «J'adore ton livre et tout». OK, ça me fait plaisir 30 secondes, mais je vais être seul. Comment je peux remplacer? Et je me suis dit: «Bah, moi, je vais prendre la peau de mes clients qui étaient mes mentors, qui m'inspiraient et je vais aller retrouver des entrepreneurs et cetera». Mais je pense que c'était pour combler un vide post-salariat. D'ailleurs, tu as plein de mes anciens clients qui me regardaient avec des yeux de merlan-frit en disant: «Mais comment un commercial peut être auteur?» Tu vois? Il y avait un côté improbable, improbable. Et toute sa vie, on s'interdit de faire des trucs parce qu'on a peur du regard des autres. Je te jure que c'est ça. Et tu as plein de gens, des artistes, des gens qui écrivent des chansons, qui font des trucs, ils osent pas sortir de musique parce que ils se disent: «Mais que va penser ma sœur? Elle va dire que je suis nul». Je le fais pas et ils vont prendre un boulot de merde qu'ils aiment pas. Tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui donc sur ma chaîne dédiée à l'entrepreneuriat et l'investissement. On accueille aujourd'hui Alexandre Lacharme. Tu es un investisseur en immobilier, mais un peu particulier dans le sens où il s'est vraiment spécialisé dans le domaine des parkings et des motos. On va pouvoir avoir l'occasion d'en discuter aujourd'hui dans cette intervention. Après une carrière de 11 années en tant que commercial, Alexandre a quitté son job, le salariat, en mai 2022 avec à ce moment-là 65 parkings à ton actif, c'est bien ça? Ouais, tu Il bien est révisé, c'est ça. voilà, il est également business angel, depuis récemment, hein, sauf erreur. Tu Ouais, investi 2023 cette année. ouais, donc tu as investi dans 8 startups, j'ai vu sur ton site? Plus là, 15. 15 maintenant, OK. Et on aura, bah, voilà, on en parlait juste avant en fait de déclencher l'enregistrement. On aura l'occasion d'évoquer aussi ben, ton parcours en private equity en tant que business angel. Donc, tu as aussi une certaine passion bon, ben, pour la transmission, le partage. On trouve des interviews de toi, notamment il y en a une sur Finary Talk, que je vous conseille d'ailleurs vivement. Tu as aussi créé un livre, tu as des formations. D'ailleurs, vous trouverez en description le site internet d'Alexandre si vous voulez ben, plonger un peu plus dans son univers et potentiellement aller lire son livre. Et donc, bon, bah, il a accepté d'intervenir sur ma chaîne pour parler à la fois ben, de son parcours d'entrepreneur, d'investisseur, avec un objectif d'inspiration, voilà, de vous donner des idées. Et aussi pour parler ben, de ce que tu fais aujourd'hui en Ouais. private equity. Donc, voilà, on va. Ce que je te propose, c'est déjà de débuter avec ton parcours personnel. J'ai fait, voilà, j'ai donné les grandes lignes très rapidement, mais voilà, qu'est-ce qui t'a amené à investir déjà tout court? Et puis, pourquoi les parkings et cette spécialisation, moi que je trouve ça fascinante, hein, je suis toujours admiratif et très heureux d'entendre des gens qui ont eu cette capacité à faire des choses qui étaient différentes, à avoir su penser hors du cadre. Donc ça fera d'ailleurs partie des éléments qu'on va pouvoir aborder Ouais. dans cette session, de comprendre voilà comment est-ce que tu penses que tu es câblé comme ça? Est-ce que il y a des choses dans ta vie qui t'ont amené à appréhender les choses différemment par rapport aux autres? Même dans le monde juste des investisseurs immobiliers, tu es euh, t'es pas l'investisseur immobilier de base, je dirais. Donc c'est ça qui est particulièrement intéressant. Et donc je vais te laisser la parole. Je vais arrêter de parler. Mon introduction est déjà assez longue. Donc voilà, si tu peux te présenter rapidement, parler de ton parcours, et comment tu en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui. Bien sûr. Merci Cédric déjà, de me recevoir, dans ton émission. Je suis très content d'échanger avec toi. Merci pour cette intro, qui est très complète. Écoute, moi j'ai 37 ans, j'habite à Paris, je suis né à Paris, je suis investisseur immobilier depuis 2013. Donc ça fait, tu vois, ça fera 11 ans bientôt, spécialisé dans le parking. Donc c'est vraiment la niche dans la niche, puisqu'on est dans l'immobilier, dans le parking et j'ai aussi beaucoup, popularisé et développé,
la colocation de parking, une niche bien plus rentable puisque, tu, multiplies, les loyers. C'est souvent 2 fois plus rentable et puis, parallèlement, j'ai été, salarié, comme tu le dis, pendant 11 ans, 11-12 ans, sur des postes plutôt, développement commercial, marketing, mais surtout le développement commercial et à crédit, j'ai pu développer mon patrimoine en ayant un train de vie, assez modeste pendant longtemps. J'ai pu emprunter et m'enrichir jusqu'au jour où j'ai pu, constater, si tu veux, que mes revenus fonciers étaient supérieurs et j'ai eu beaucoup de projets. On y reviendra, mais j'ai eu l'écriture du livre, j'ai eu, la préparation d'un programme d'accompagnement, j'ai eu l'envie d'investir dans des startups et je me suis dit: «Je peux pas tout faire, donc go, je me lance» et puis aussi en interne dans l'entreprise, bon, c'est toujours un peu mal vu en France, tu connais les mentalités sont pas forcément les plus modernes et d'avoir un salarié, même s'il performe, ce qui est un peu le comble, hein, même s'il performe commercialement, bon, bah, ça commence à faire un peu désordre si, s'il y a des articles de presse, s'il fait autre chose. Alors est-ce qu'il fait ça sur son temps de travail et cetera? Donc j'ai eu envie, de me lancer. OK, excellent, merci. Hem, donc effectivement, tu as eu ce moment de basculement où en fait, ce que tu avais bâti d'un point de vue patrimonial te générait suffisamment de revenus, alors «revenus passifs» entre guillemets, mais enfin le revenu passif tel que fantasmé par beaucoup, à mon sens, n'existe pas. Heu, Totalement. il y a voilà, il faut s'occuper de C'est son du boulot, hein, c'est patrimoine. du boulot. Voilà, c'est du boulot, absolument. Donc disons que peut-être peut-être plutôt le voir comme de. Alors moi, je fais beaucoup de parallèles entre l'investisseur et l'entrepreneur. Pour moi, C'est c'est une pareil, forme totalement. d'entrepreneuriat. Pour moi, l'investissement. Voilà, c'est juste que bon ben tu tires de la valeur de ta capacité à placer de l'argent, faire de l'argent avec de l'argent, mais au final, entrepreneur, ah bah, c'est plus ou moins ça, hein, si ce n'est que tu as potentiellement d'autres leviers sur lesquels tu vas produire de la valeur. Donc, euh, je suis assez curieux, tu vois, de ce point de basculement où tu t'es dit, ok, ça y est, maintenant, je peux me libérer, entre guillemets, du salariat et puis vivre bah, des activités de ce que j'ai construit. Est-ce que c'est quelque chose qui a été progressif ou petit à petit, au fur et à mesure des mois, tu as commencé à t'habituer à l'idée, à te projeter dans cet après? Parce que c'est un changement de vie quand même. Ouais, Ou est-ce que, en c'est quelque ça. sorte, d'un seul coup, tu as eu cette révélation un dimanche, je sais pas, tu te dis, ok, ben en fait, putain, mais qu'est-ce que je fous encore comme à continuer comme ça? Je peux arrêter, quoi. C'est un peu des 2 Cédric, tu as bien résumé. Hem, Ça s'est fait progressivement. Alors mon dernier job de salarié, c'était 4 ans, ça a duré 4 ans. C'était un peu difficile au début, après j'ai bien performé. C'était dans l'industrie du sport, je vendais des salles de sport privées aux particuliers, millionnaires, milliardaires, enfin très riches, des salles de sport, pour une grosse manufacture italienne, un des leaders mondial du fitness. Et du coup, c'était un job commercial assez exigeant et avec beaucoup de pression. Parce que les Italiens, je les aime beaucoup, mais les Italiens sont très, très exigeants, dans le boulot, demandent beaucoup de leurs ressources, de leurs salariés. Il y a une culture en Italie, pour y être allé plusieurs fois, où on remercie l'employeur. C'est un privilège d'être salarié, d'être accepté par l'employeur. Donc il y a une espèce de un côté redevable du salarié envers l'employeur en Italie, ce qui est moins présent en France. On a un peu plus des enfants gâtés en France, on est un peu plus en se disant, «Bon, bah, je fais rien, partisan du moindre effort». L'Italie, c'est pas ça. L'Italie, c'est: «Merci de me donner un boulot» et les gens, ils cravachent en Italie et ça, les gens qui connaissent bien le pays me diront la même chose. Donc du coup, moi, j'en avais marre de cette pression-là. Je commençais à grossir, j'ai acheté du parking parce que j'étais bien payé. J'avais un job de cadre commercial, bien payé. Il y avait un fils qui était assez sympa pour la France. Il y avait du variable, il y avait la voiture de fonction, il y avait la carte Total GR, il y avait 20 € pour, déjeuner le midi. Bref, c'était un boulot, assez senior, sur le poste de commercial, bien loin des premiers que je faisais en alternance où j'étais en train de faire de la prospection sur Google, en 2010. Et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, c'est trop petit pour moi le salariat». J'avais cette espèce d'orgueil peut-être, je ne sais pas, d'ambition, de volonté de m'émanciper, j'ai toujours voulu casser des barrières. C'est mon
c'est mon ADN, c'est ma culture, c'est mon éducation, c'est, la manière dont je me suis construit, tu vois, Cédric? Je pense qu'on a ça en commun, c'est de se dire, hem, voilà, je veux aller jusqu'au bout. Si je m'étais mis dans le sport, tu vois, si je m'étais mis à jouer au rugby, j'aurais voulu aller jusqu'au bout. Je veux aller jusqu'au bout des choses et je me suis dit: «Soit tu restes un petit investisseur dans l'immobilier, bon, tu fais quelques opérations, c'est un peu ça roupille et puis tu restes salarié, puis voilà, ou soit tu prends ton courage à 2 mains». Parce que quitter un boulot à 3 000 balles par mois où tu es dans ta zone de confort, faut quand même avoir un certain courage en 2022. Moi, les gens autour de moi, ils me disaient: «Mais tu es un malade». Mais je me suis dit: «Allez, go, on n'a qu'une vie, a priori, et je veux tout casser». Donc j'ai pas en fait, il y a un côté, réfléchi dans le sens où c'est un truc qui était présent, mais il y a un côté aussi impulsif chez moi, un côté un peu, bélier fougueux en me disant, «Feu, on y va». Tu vois? J'ai un côté très spontané aussi à un moment. Un moment, j'en ai marre et boum, et j'y vais. Et donc je me suis lancé, parce que j'avais aussi un bouquin qui sortait 15 jours après, tu vois? Ce qui est assez atypique. J'ai arrêté mon contrat le 31 mai 2022 et le 16 juin, j'étais dans toutes les Fnac de France, les Cultura, les librairies et cetera. Je sais plus combien de points de vente. Génial. Donc du coup, je me suis dit: «Attends, dans 15 jours, tu as un bouquin qui sort, tu as une attachée de presse qui va te sortir une vingtaine de médias, préparés déjà». Il y a un point de bascule, Cédric. Soit tu prends ton courage à 2 mains, alors tu vas pleurer un peu, hein, mais tu prends ton courage à 2 mains et tu fonces, tu dis: «Vas-y, allez, go, sur un malentendu, on va percer». Ou soit, bah, tu restes un peu, dans un entre 2. Et j'ai dit: «Bon écoute, on fonce». Hem, donc un besoin, je crois assez bien comprendre ce que tu veux dire, mais un besoin de ne pas se sentir enfermé, et de ne pas se laisser imposer, oui, des barrières ou ce côté, non mais enfin ta place elle est là, elle est pas ailleurs et puis, ben, Un reste à besoin ta de me place. réaliser. Ouais, OK. Un besoin de me réaliser et moi, je voulais plus accepter à 36, quel âge j'avais? 36 ans, ouais. À l'époque, j'ai 37 là, 35-36 ans. Je voulais plus qu'on me dise, «Bah, tiens, tu appelleras, madame Michu, monsieur Dupont». Non, 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 je suis désolé. Je je veux plus, qu'on me dise ce que je dois faire. Ils verront, un côté rebelle ou je ne sais quoi, mais moi, c'est ma vision, tu vois? Ma mère, moi, j'ai été élevé par ma mère, elle a toujours été entrepreneur, donc moi, il y avait pas de vacances, les week-ends, on bosse, il y a l'ordi qui est ouvert, on bosse. Ma mère, aujourd'hui, elle a plus de 70 ans, je vais la voir, elle a son ordi encore, tu vois? Donc moi, j'ai grandi dans un modèle très libéral, très américain, sans les dérives qu'il y a, mais un modèle où on n'attend pas, on n'attend pas de l'État, Mmh. on se démerde. La débrouille, on y va et cetera. Moi, j'ai grandi comme ça. Donc si tu veux, pour moi, c'est pas un supplice d'être parti, quoi. Ah, c'est super intéressant effectivement donc tu viens d'un milieu où, d'un point de vue éducation, tu as eu cet exemple d'avoir, J'ai eu cette chance. voilà, d'avoir ce bah, cette âme d'entrepreneur qui a été, introduite dans ton éducation, dans la manière dont tu as été, bah, façonné au final, par ta mère. J'ai eu cette chance. J'ai eu beaucoup de malchance sur d'autres points, hein, puisque mon père, je le perds, j'ai 9 ans, ce qui est quand même assez dramatique pour un enfant. Donc tu vois, j'ai eu cette malchance et j'ai eu la chance d'avoir ma mère qui est entrepreneur. Donc si tu veux, d'un malheur, j'en ai fait un bonheur. Je me retrouve enfant unique en plus, je me retrouve seul avec ma mère à 9 ans, c'est hyper compliqué. Je vais vivre un peu chez mes grands-parents, je reviens, je pars en internat à 13 ans, c'est compliqué. Franchement, c'était la guerre et c'est aussi ça qui m'a donné le feu sacré, tu vois? C'est Mmh. aussi ça qui m'a donné envie, de me surpasser, de me dire: «Mais en fait, il faut juste que tu cours». C'est comme dans Forrest Gump, tu vois? Tu cours, 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 parce que si tu t'arrêtes, tu vas flipper. Tu vas dire: «Mais, j'ai pas, le père qui va me filer l'héritage machin, il y a pas papa, maman le dimanche avec, le poulet rôti». Donc fonce. Et en fait, toute ma vie, de 9 ans à 37 ans, j'ai couru, couru, couru et il y a que depuis quelques temps où j'ai plus d'argent, où je fais tout par plaisir, où je fais des interviews, je fais du sport, je deviens contemplatif et cetera. Mais c'est nouveau pour moi ça. Donc en fait, ça a été vraiment un espèce de sprint mêlé à un marathon pendant des années pour m'en sortir, en mode survie et maintenant ça va mieux quoi, mais c'était koh ouais. Mmh. OK. Merci pour, ce partage personnel, que tu viens de nous faire et
Je voudrais parler justement, alors moi je m'intéresse pas mal, aux entrepreneurs qui ont fait des exits et cette espèce de d'état, donc ce que j'appelle moi un état de grâce d'après coup où tu as du temps. Tu as du temps pour te poser, réfléchir, dire: «OK, qu'est-ce que je veux vraiment faire maintenant? Qu'est-ce que va être ma vie? Qui je veux devenir?» hem et alors c'est à la fois un état de grâce et en même temps un moment qui est extrêmement inconfortable, flippant. Heu, Complètement. on a d'ailleurs, voilà, il y a pas mal d'entrepreneurs qui que ça commence un petit peu plus se délier là-dessus parce que c'est difficile quand on vient de vendre sa boîte, on a potentiellement quelques millions qui sont tombés, voire beaucoup plus. De dire: «Bah, en fait, ça va pas bien». De passer à je cours, comme tu dis. J'avance, voilà, il faut que ça crache, il y a pas le choix. De toute façon, il y a personne qui est là pour me rattraper si je tombe. À putain, là, j'ai du temps, je me pose et de se retrouver face à soi-même aussi avec du vide, il y a pas mal d'entrepreneurs C'est qui ont super dur. voilà, Ça, on n'en ce parle côté pas. dépressif, en fait. Ah oui, mais merci d'en parler. Merci Cédric d'en parler parce que tout le monde vit ça et je t'assure que j'ai plein de copains entrepreneurs, même des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, plus âgés et cetera et ils me le disent, ils me disent: «Enfin, tu deviens fou». En fait, je pense vraiment, en toute humilité, que chaque entrepreneur qui est à fond, parce que tu es obligé d'être à fond pour arriver à avoir des objectifs, hein, c'est la base, et après il se retrouve où il a vendu, où il se repose et cetera et tu te retrouves tout seul, tu es Ouais. obligé de déprimer un petit peu. Enfin, il y a c'est honnêtement alors après tu compenses. Moi, j'ai toujours compensé par le sport. Mmh. Tu en as qui vont compenser par, les drogues, l'alcool, les soirées, les mondanités, les boîtes de nuit, peu importe. Les Moi, ça a été le dépenses. sport. Moi, quand j'étais pas bien, tu vois, je faisais du sport et je me tuais au sport. Au moins, j'oubliais, en fait. J'oubliais, à l'époque, j'oubliais, faire le commercial. Heu, Maintenant, j'oublie les enjeux. J'ai 3 entreprises, tu vois? Alors, c'est beaucoup de stress quand même, et cetera. Donc mais oui, tu as raison. C'est-à-dire que ça fait hyper bizarre socialement de se retrouver comme ça. Donc au début, il y a un moment où tu es perdu, tu sais pas à quelle heure tu mets ton réveil, tu vois? Il y a un côté très bizarre au début et puis après tu reprends confiance en toi. Donc tu as une petite baisse de confiance en toi, c'est logique. Ensuite, tu reprends confiance en toi et tu te mets une roadmap et là, tu apprécies le fait d'avoir de la souplesse dans ta journée, de pouvoir prendre un café à 15 heures, de faire un peu de sport à telle heure, de faire des rendez-vous. Mais finalement, tu bosses. Honnêtement, tu bosses quasiment plus que quand tu étais salarié. Mais il y a un switch. Il y a un switch qui est dur. Ouais, ouais. Et je ne l'avais pas forcément anticipé parce que on idéalise tout. On se dit, bah, attends, j'ai un bouquin qui sort, on va en vendre 5000 en 6 mois. Il y a ça, il y a ça. Tu te vois déjà au top. Et en fait, non, ça se passe pas comme prévu. Ouais, clairement et d'ailleurs, moi, c'est un truc bah, je suis en train de finir l'écriture de mon bouquin là, et j'ai un passage où je parle de l'expatriation. Et en fait, un gros apprentissage avec l'expatriation, c'est que euh, c'était après être sorti du bull run crypto, je changeais de vie, tout était génial, j'avais une tonne de fric, j'étais en mode ben, post-exit en fait, quoi. Dans cet état où tu dis, ah bah je vais prendre du temps, tu vois, maintenant je vais me poser, tu te retrouves face à toi-même. Et tu as aussi ben, tout ton environnement qui change. Et même si sur le papier tout est génial, tu dis mais c'est génial, enfin voilà, je suis au soleil, je suis avec ma famille, j'ai du temps à plus savoir qu'en foutre, je peux faire ce que je veux, aller où je veux. Mais en fait, c'est de l'inconfort, c'est du changement. Donc comme c'est du changement, c'est de la nouveauté, et que tout ce qui est pour notre cerveau, tout ce qui est nouveau, est un Mmh. potentiel danger. Donc ça te crée un état de euh, t'es en mode, le terme m'échappe, mais en hypervigilance. Voilà. Ouais. Dans cet état d'hypervigilance parce qu'en fait, tu as des choses nouvelles et que pour notre cerveau reptilien, nouveau égale potentiel danger. Donc hypervigilance. Et ça, c'est épuisant en fait, Ouais. émotionnellement, nerveusement. Ce que tu dis est très vrai. Très, très, très vrai. Et Je m'en donc, suis fait une hernie discale, hein, Cédric. Tu ah vois? bah, ouais, il y a des Et il y a beaucoup manifestations physiques. d'entrepreneurs qui ont des gros mal de dos et moi, je suis persuadé que c'est un signe, tu vois, bien plus profond, hein. C'est pas simplement que, alors tu vois, tu vas discuter, avec les ostéos, «Alors vous tenez comment?» «Ouais, OK, d'accord», mais tu vois? Et ce que tu dis est très vrai, je rebondis, c'est qu'en fait, je ne l'avais pas forcément verbalisé, je te remercie pour ça. C'est qu'en fait, tu es en hypervigilance, du coup, ça te demande une énergie de survie très et tu es lessivé à la fin de la journée
Et puis, il suffit que tu aies un peu de pression, et cetera, et tu portes tout sur tes épaules et tu t'éclates le corps. Tu as qui font une dépression. Moi, tu vois, je me suis mangé une hernie discale pendant quelques mois. J'étais plié en 2, et cetera, et je suis sûr que c'est lié à ça. Je suis sûr, si j'étais resté salarié dans la zone de confort, dans ma petite bagnole de fonction à écouter mes petits podcasts au chaud, et cetera, j'aurais pas eu ça. Mais c'est pas grave, je me plains pas. Mais oui, effectivement, on sous-estime l'épuisement que ça génère, donc il faut quand même être bien armé. Mais après, c'est une expérience de vie, ce qui te permet de gagner énormément en compétences, en expérience, et En résilience. Mmh. je le souhaite à tout le monde de vivre ça. Mais c'est un vrai changement, c'est un vrai traumatisme, je peux dire ça comme ça. C'est vrai, le terme traumatisme peut paraître exagéré, parce que souvent, je l'ai vu encore sur LinkedIn il y a quelque temps, où il y avait un entrepreneur qui partageait comme ça, en disant, bah, écoutez, j'ai vendu ma boîte, c'était génial, d'un seul coup, j'ai quelques millions qui sont tombés, je peux ne rien foutre jusqu'à la fin de mes jours, et j'ai fait une dépression. Et forcément, tu avais des commentaires en dessous qui étaient en mode, ah ben moi, ouais, je sais plus, il avait donné le chiffre, il avait dit, je crois qu'il y avait 6 ou 7 millions, un truc comme ça. Donc forcément, tu avais des commentaires en dessous. Ah ben moi, j'aimerais bien être dans la même situation avec 6 millions quoi. Mais enfin, c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile de s'en ouvrir et d'en parler parce que il y a une incompréhension de la plupart des gens et ça crée un vrai, une vraie solitude en fait face à ça. Ouais, Et alors dans ce que tu as fait, et je tiens à le souligner, de dire ok ben je quitte ce confort-là et je saute dans l'inconnu. Bravo. C'est Olivier Roland qui parle des chaussons de ciment, si je me souviens bien, où c'est assez confortable pour pas te donner envie de bouger et en même temps ça te retient. Et j'ai l'impression que toi, dans ce que tu exprimes, c'est par rapport à ce à quoi tu aspirais, c'est devenu assez inconfortable en fin de compte pour te dire ok, il faut que je bouge. exactement. En fait, j'aspirais à ça profondément, donc c'était vraiment mon rêve, mais j'étais quand même bien dans la voiture de fonction, tu vois? J'étais quand même Ouais. dans un confort, et cetera, et il y a eu des petits pics. On m'a convoqué. Alors le directeur m'avait convoqué en me disant: «Oui, je comprends pas Alexandre, tu as créé», j'ai regardé sur, société.com, et cetera. «Tu as créé une société à tel moment, mais du coup, heu, sur cette société, tu bosses de quelle heure à quelle heure?» Parce que moi, j'étais sur le terrain, j'étais pas en présentiel, et là, je me suis dit: «Ah putain, je te jure», j'ai cette réunion-là, je sors de la réunion, je me fais un peu cuisiner, heu, avec un discours du style: «Bon, bah, tu choisis quoi. Soit tu es avec nous, soit tu es avec toi». J'ai fait: «OK, OK, OK», tu vois? Je suis sorti de la réunion, motivation zéro pendant une semaine, j'arrivais plus à faire un appel, ce qui est normal, et là, je me suis dit: «Non, non, non, non». J'ai repensé à tout ce que j'ai fait, aux modèles un peu, familiaux, tu vois? J'ai repris de l'énergie, je me suis dit: «Alex, tu peux pas accepter ça. Tu et de la fierté, tu peux pas accepter ça. Tu as pas 18 ans, tu es pas en alternance. À 18 ans, j'acceptais ça. Là, tu as 36 ans, n'accepte pas ça. Fonce», et là, boum. Donc si tu veux, il y a eu, je les en remercie. Il y a eu des petits pics, il y a eu des petits trucs. Peut-être que s'il m'avait dit, si l'entreprise m'avait dit, «Écoute, nous, on est» alors ça, c'est dans un rêve, hein, j'ai un côté idéaliste, hein, certainement. «Ah, nous, on est très fiers de ce que tu fais. Au contraire, on va valoriser ça, on va en parler en interne, on va en parler lors de la réunion». Alors du moment que tu performes en tant que commercial, que tu ramènes du chiffre d'affaires, moi, ça me dérange pas que tu fasses autre chose. Un discours comme ça, honnêtement, j'y serais encore dans l'entreprise. Sauf que c'était une filiale française d'une entreprise italienne internationale. Du coup, je pense que si tu veux, vis-à-vis de la maison mère en Italie, un salarié qui écrit un bouquin, qui fait ça aurait été mal vu par rapport à la filiale, au directeur de la filiale, et cetera. Donc ils ne voulaient pas qu'il y ait des guéguerres internes, ce que je peux comprendre au demeurant. Et du coup, il y avait un côté un peu bizarre. Et ils m'ont aidé, ils m'ont poussé un peu vers la sortie. Alors, ils étaient un peu embêtés de me voir partir parce qu'ils ont mis du temps à recruter, à reperformer, et cetera. Je suis en très bon terme avec eux aujourd'hui, hein, je les ai revus récemment. Mais c'est vrai que le côté un peu mal vu d'entreprendre en dehors alors que je performais, j'ai trouvé ça très stupide, complètement dépassé, et je me suis dit: «Bon, j'ai rien à faire là, quoi. Salut, ciao». Ouais, écoute, ça me fait penser à une valeur que j'ai et qui fait partie de ma communauté privée là, c'est la loyauté. Et en fait, souvent on pense à la loyauté envers autrui, et en fait, pour moi, la loyauté, ça commence par la loyauté envers soi-même.
Et tellement. tu vois, en fait, ça me fait tellement penser à ça où tu te dis: «OK, je dois être loyal envers moi-même, aligné, en fait, avec qui je Voilà. suis et je ne peux pas accepter, you get what you accept». Tu vois? Ouais, Et là, en l'occurrence, bah, tu t'es dit: «Non, je n'accepte pas ça et ce n'est pas la vie que j'ai envie de vivre, ce n'est pas comme ça que j'ai envie d'évoluer» et c'est voilà, bravo pour cette force de caractère. J'espère que ça sera inspirant pour certains. Je pense qu'il y en aurait beaucoup qui auraient, qui gagneraient à s'inspirer de ça, notamment parce que, ben, on les entend, se râler quotidiennement, sur, des conditions, qu'ils jugent inacceptables, mais qu'in fine ils acceptent, quoi. ouais, ouais, bah, ouais. Ça, c'est 95 des gens, hein, Ouais, c'est et malheureusement, encore. malheureusement. OK, et alors, tu vois, tu évoquais un truc sur lequel je souhaiterais revenir, sur le fait que tu côtoyais des gens qui étaient, millionnaires, milliardaires, de par ton Mmh. activité. Est-ce que ça, tu penses que ça a aidé dans la construction de ton mindset, dans ton ambition personnelle? Moi, j'ai une grosse croyance, hein, sur la puissance de l'entourage et de l'importance des personnes que l'on va être amené à côtoyer. Voilà, c'est mon parti pris en disant que, ben voilà, c'est quelque chose qui va te créer un vent dans le dos pour te permettre d'avancer au lieu d'avoir la pluie qui te tabasse sur le visage, quoi. Et que ça aide à faire péter comme ça des barrières mentales. Est-ce que tu as le sentiment que c'est quelque chose qui t'a servi? Alors, je tiens à dire que tu es la première personne qui me pose la question et c'est une des questions les plus importantes à poser. Tu es la première personne. Pourtant des podcasts, j'en ai fait. Donc ça, c'est très bien que tu me poses cette question-là et oui, bien sûr, et je pense Cédric, que ça m'a vraiment poussé vers la sortie, ça m'a donné confiance en moi parce que j'étais tellement inspiré pendant 4 ans. Tu vois, il y a pas de hasard dans la vie. Tu as un parcours, j'ai eu un parcours start-up, PME, j'ai bossé un peu dans le luxe et puis ensuite, j'ai eu cette dernière expérience où je travaillais avec les super riches. Mais quand je te dis les super riches, je citerai aucun nom, mais c'est les super riches, super riches, le top, 0,1%. les grandes fortunes, d'accord? Et du coup, j'allais chez eux. J'allais chez ces personnes-là à Paris, heu, en Île-de-France principalement. Je m'occupais surtout de l'Île-de-France. Je pouvais un peu bouger, mais j'allais pas sur la Côte d'Azur, il y avait quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que moi, j'habitais un petit appart à l'époque parce que j'empruntais, donc j'avais un train de vie qui était vraiment modeste. Et quand je rentrais dans mon petit appart dans les Yvelines et que la journée, j'étais allé dans des trucs incroyables, mais j'ai vu je peux pas vous raconter, mais j'ai vu des maisons dans Paris à 20 millions avec un ascenseur, la cave à vin, la piscine, la salle de cinéma privée, la cave à vin qui était plus grande que mon appartement. J'ai vu des choses improbables avec du personnel dans tous les sens. Tu rentres, on te demande si tu veux plutôt de l'eau gazeuse ou de l'eau plate, avec quelqu'un qui est habillé un peu avec une tenue, mais hallucinant. C'était pas un film, hein, et je me suis dit un truc: «Pourquoi moi je serais pas comme eux si je veux?» Est-ce que je suis moins intelligent? Je suis un être humain, j'ai 2 bras, 2 jambes, je vais aux toilettes, je dors bien, mal, j'ai des amis, j'ai des trucs. Pourquoi moi, pourquoi nous, on pourrait pas être comme eux, avec la volonté? Mmh. C'était ça mon postulat. Quand je rentrais dans ma petite bagnole et que je remontais dans les Yvelines, la N118, là, je remontais comme ça dans mes petites Yvelines et aller faire mes petites courses, je me disais: «Mais pourquoi?» Enfin, moi qui ai pas de barrière mentale le moins possible, on en a forcément, mais pourquoi je peux pas être comme eux? Et je voulais être comme eux. J'essayais de comprendre leur mentalité. Comprendre. Alors, tu en as effectivement qui ont hérité beaucoup en France, c'est un des problèmes. On Ouais. est très riche par l'héritage, mais il y en avait aussi qui étaient partis de rien. Et moi, je me suis focus sur ces gens-là. Mmh. Plutôt que d'être frustré, comme beaucoup de commerciaux qui auraient été dans ces milieux-là, un peu oh là là, mais c'est normal, ils ont hérité. Moi, je n'étais pas frustré. J'avais un discours en disant: OK, moi, je veux être comme vous. Un peu comme quand tu vois un mec en bagnole de sport. Moi, je ne raye pas la carrosserie, mais je lui dis comment vous faites. Encore une vision un peu anglo-saxonne. Mmh. Et je me suis dit, lui, par exemple, en fait, j'essayais d'avoir des mentors et de m'inspirer j'ai eu quelques clients qui étaient un peu des mentors pour moi, sans qu'on en parle, en face à face, mais moi, dans ma tête, c'était des mentors et je leur posais des questions qui n'avaient rien à voir avec les machines de sport et c'est pour ça qu'ils achetaient d'ailleurs, parce que je m'intéressais à eux. Je disais: «Bonjour, vous allez bien? Ah, c'est beau, et du coup, je parlais d'autres choses. Comment vous avez commencé?» Alors je le faisais de manière subtile et du coup, on parlait de tout sauf de business et à la fin, ils m'achetaient, tu vois, pour, 30 ou 40 000 de salle de sport. Mais le plus important pour moi, c'était pas d'aller toucher ma commission parce que j'allais toucher 500 balles ou 300 balles de commission, 3 mois après, mais c'était plutôt
de me dire qu'est-ce que je peux tirer de cette personne-là, qui est hyper inspirante et que je peux implémenter chez moi. Et il y avait beaucoup de business angels, beaucoup de gens qui investissaient. Et quand j'ai fini mon contrat, à un moment, je me suis dit: «Alex, toi aussi, tu vas faire ça». Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont enrichis comme ça, qui ont perdu aussi, mais moi, je veux le faire à mon niveau, à mon petit niveau. Donc, au lieu d'être business angel, il y en avait un, par exemple, qui avait vendu les parts de sa boîte, qui avait pris 700 millions d'euros. C'était ça le niveau de mes clients, hein, 700 millions d'euros d'exit. Alors moi, je me dis, bah, je ne vais pas le faire avec 700 millions, mais je vais le faire avec 50, 100 000 ou 130 000, ce qui est déjà très beau. Mais je me suis dit, je veux faire comme eux, petit, comme j'ai fait dans l'immobilier avec les parkings. Plutôt que d'acheter des apparts à 500 000 à Paris alors que je n'avais pas un rond, j'ai acheté des pauvres parkings à 5 ou 10 000 dans Paris. Et je voulais faire pareil dans les startups. Je me suis dit, je vais m'inspirer de ces gens-là. J'y pensais matin et soir. En me réveillant avec mon café, je repensais à ces clients. Et je me suis dit, je vais faire pareil. Et j'ai tout fait, j'ai visualisé pour faire pareil. Et c'est ce que j'ai fait réellement. J'ai investi 15 fois cette année. Ok, excellent. Merci beaucoup pour ce partage, effectivement, et puis tu vois, cette vision des choses que tu transmets. Euh, alors, euh, justement, moi, j'avais un déroulé de prévu hein, pour l'audience, je vous le dis. J'avais un certain nombre de questions que j'avais bien préparées en amont, et là, je suis en train de faire péter complètement le plan, mais Tant mais mieux. voilà, je trouve que on va suivre un déroulé qui va être différent, si tu veux bien. Revenons justement à la partie business angel, à la partie investissement dans les startups. Euh, qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu as trouvé en fait en tant que business angel? Est-ce que c'est le fait de rencontrer justement d'autres entrepreneurs? Est-ce que c'est les relations, le réseau que ça te crée? Encore une fois, ou potentiellement en fait, euh, on va dire peut-être une manière de remplacer les gens dont tu t'es inspiré avant dans ton ancien travail de commercial, le fait de remplacer en fait cet entourage auquel tu avais accès, ben, en fait d'aller côtoyer comme ça des entrepreneurs qui C'est lancent des ça. startups, c'est peut-être un C'est mot. ça. Ok. Euh, Inconsciemment, tu sais que j'en avais pas conscience. Mais c'est ça. Tu as mis les mots, en fait. C'est ça. C'est qu'en fait, je me suis dit, je vais être seul. C'est ce qu'on disait un peu avant. Ah, la solitude de l'entrepreneur, c'est terrible. Ça génère des dépressions. Je vais être seul sur mes réseaux. Ah oui, les gens, ils m'envoient des messages, j'adore ton livre et tout. Ok, ça me fait plaisir 30 secondes, mais je vais être seul. Comment je peux remplacer? Et je me suis dit, bah moi, je vais prendre la peau de mes clients qui étaient mes mentors, qui m'inspiraient, et je vais aller retrouver des entrepreneurs, etc. Mais je pense que c'était pour combler un vide post-salariat. Et c'est aussi pour le réseau, c'est aussi pour bien sûr pour performer, pour gagner de l'argent. Mais je pense que inconsciemment, c'était pour me dire, je voulais pas me retrouver seul face à mon ordinateur ou face à ma machine de sport à la salle de gym, tu vois. Et je me suis dit, ok, hop, tout de suite tu prends leur place. En fait, j'ai voulu raccrocher le train. Il y avait un train qui passait avec des gens inspirants. Je me suis dit, putain, j'attrape le train. Alors, j'étais dans le tout petit train, le TER pourri, un peu en train de me casser la gueule, mais j'ai attrapé le train et je ne l'ai pas lâché. ok. Euh, et est-ce qu'il y a aussi un côté changement identitaire? Est-ce que tu t'es dit, ok, je vais devenir maintenant business angel, je suis cette personne que j'espérais devenir avant. Comment d'ailleurs t'as vécu cette réalisation? Parce que j'ai l'impression que c'est ça, c'est à un moment donné de dire, ok, bah maintenant, mon identité change, je me transforme, je ne suis plus le salarié commercial, je suis maintenant investisseur à plein temps, entrepreneur, business angel. Euh, comment, voilà, c'est quelque chose qui était conscientisé, ce changement d'identité? Ouais, Ou j'avais envie. Ouais, ouais. C'est tout à fait exact ce que tu dis. J'avais envie d'assumer cette posture. C'est un peu comme le musicien. Imagine si tu aimes bien la musique. Je sais pas, tu joues de la guitare, tu es dans ta chambre, il y a ta mère qui t'entend et tu fermes les yeux, tu es à l'Olympia. Ben, moi, c'était ça, en fait. Ok. C'était ça. Et en fait, je me suis dit, il y a un truc qui couvre, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Et le plus important, c'est la confiance en soi. Et au début, j'en avais pas trop quand j'ai commencé ma carrière de commercial. Et mes anciens boss me disaient, putain, prends confiance, prends confiance. Et à un moment, je me suis dit, vas-y, t'as 35, t'as 36 ans, maintenant, change et prends confiance en toi. Et à force de s'inspirer de gens qui ont réussi, de lire des bouquins, de regarder des vidéos sur YouTube, de les rencontrer, bah, en fait, tu finis par incorporer leur confiance, à l'absorber pour toi et à te lancer. Mais il y a eu le point de bascule, il a été très clair et tu as raison, c'était identitaire. C'est de me dire: «OK, maintenant je quitte la posture de simple salarié,
même si c'était un poste assez sympa, mais c'était quand même un poste de salarié. J'étais pas non plus cadre dirigeant à 10 000, tu vois. Ensuite, il y a eu la phase auteur. Donc déjà, auteur, c'est beaucoup plus valorisant que commercial. D'ailleurs, tu as plein de mes anciens clients qui me regardaient avec des yeux de merlan-frit en disant: «Mais comment un commercial peut être auteur?» Tu vois, il y avait un côté improbable. Improbable. Mais du coup, il y a eu le switch, si tu veux, entre business angel et salarié. Il y a eu auteur entre les 2. Il y a eu salarié. Auteur, déjà, ça m'a fait, Mmh. d'un point de vue, représentation sociale, il y a une élévation Oui. par rapport à commercial. Et ensuite, il y a eu investisseur business angel. Et c'est vrai qu'au début, je n'osais pas le mettre sur LinkedIn parce que je me sentais peut-être pas légitime. Et quand j'ai vraiment bossé fort, j'ai appris, j'ai investi, j'ai fait des vrais virements en euros, j'ai vraiment vu l'argent descendre de mon compte et aller vers les trucs. Je me suis dit: «OK, prends confiance en toi, Alexandre. Bon, bah, on assume, quoi». Tu vois? C'est en France, on a un souci, c'est qu'on veut toujours s'excuser. On veut se raplatir, en fait. «Oh, faut pas que je dise ça, ça fait prétentieux, ça fait ci, ça fait ça. Que va penser ma mère? Que va penser ma cousine? Que va penser le voisin?» Et toute sa vie, on s'interdit de faire des trucs parce qu'on a peur du regard des autres. Je te jure que c'est ça. Et tu as plein de gens, des artistes, des gens qui écrivent des chansons, qui font des trucs, ils osent pas sortir de musique parce que ils se disent: «Mais que va penser ma sœur? Elle va dire que je suis nul». Je le fais pas. Et ils vont prendre un boulot de merde qu'ils n'aiment pas. Donc moi, je me suis dit: «Feu», mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça s'est fait quand même assez vite. Ah, c'est, quand on va dire, gravite dans cet univers, je dirais que ça devient une norme de faire des trucs que les autres ne font pas et mais c'est vrai que tu me rappelles, en fait, que pour la plupart des gens, c'est, impensable, en fait. Et en même temps, ça se comprend parce que quand tu le vois, là, avec ce qui s'est passé en tant que salarié où tu en fait, on va dire, tu as sorti la tête du lot, quoi. Ouais, Bah, tout de suite, c'est: «Allez hop, tu reviens à ta place» ou on coupe le truc, tu vois? En mode: «Eh, ça dépasse là. Non, 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 ça va pas, ça dépasse, ça va c'est pas. c'est pas bon, ça donne une mauvaise image». Et c'est un réflexe très, en tout cas, je sais pas dans les autres pays, je ne sais pas, du côté anglophone, mais en tout cas, en France, clairement, c'est quelque chose d'omniprésent, quoi. Et moi, je l'ai pas accepté. J'ai dit non. Il y en a qui disent oui, moi j'ai dit non. J'ai dit: «OK, non. Moi les gars, j'accepte pas. Je vous remercie». Tu sais ce que j'ai dit? J'ai dit: «On n'est pas alignés. Mmh. Heu, s je vous apprécie beaucoup, mais je quitte le navire». Et j'ai quitté le navire et je ne le regrette pas. Il y a eu des moments, des nuits courtes, entrepreneur, il y en a encore des nuits courtes, hein, faut être, humble, mais jamais j'aurais investi 15 fois, Cédric, tu vois? Jamais. Là, hier, je te donne un exemple. Hier, j'étais invité à une conférence où j'ai comme chez Qui veut être mon associé là sur M6 ou je sais plus où j'étais face à 2 entrepreneurs et j'étais le business angel. Il y avait des gens qui m'écoutaient et cetera. J'ai écouté le pitch, j'ai donné mes feedbacks et j'ai plein de gens qui m'ont envoyé des messages sur LinkedIn: «Ah merci» et cetera. Je repense qu'il y a encore 1 an et demi, j'étais salarié à rendre des comptes à un patron. Tu vois? Je veux dire, il faut assumer, il faut foncer. Si vous avez une idée, faites-le et si vous vous plantez, il y a pas mort d'homme. Au pire, vous reprenez un boulot, vous faites autre chose, vous refaites une formation et cetera. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut la vitesse dans le business, c'est un truc important et il faut foncer au bon moment. Il y a un momentum qui est important, on n'en parle Mmh. jamais de ça, mais il y a un timing. C'est comme dans une relation amoureuse. À un moment, tu rencontres, il y a un timing, il faut y aller. L'un est célibataire, l'autre aussi, on y va. Et il y a un timing, et quand tu sens qu'il y a un bon timing, il faut foncer, parce qu'après, le train, il passe et c'est fini. Après, tu as 50 balais, tu as 3 gosses, tu peux pas te permettre de lâcher ton boulot, c'est compliqué. Ah ça, j'en parlais dans une vidéo où je faisais un point crypto, c'était, hier. Parfois, il y a comme ça des fenêtres d'opportunité dans la vie qui s'ouvrent. Voilà. Et c'est pas simple, hein, de les voir et se dire: «OK, alors moi, en l'occurrence, pourquoi je parlais de ça? C'était ma décision de faire, all-in liquide. J'ai foutu toutes mes liquidités dans le marché crypto en novembre 2020. C'était une décision très, pragmatique, rationnelle, et qui allait au contraire de tout ce qu'on pouvait dire tu vois, typiquement, jamais faire all-in, c'est une très mauvaise idée et cetera. Et donc je l'évoquais, hier dans cette vidéo où j'expliquais que parfois comme ça, dans la vie, tu as des fenêtres d'opportunité, tu les vois, tu vois le potentiel de ce qu'il peut y avoir derrière, quoi. Et ben, voilà, il faut juste, même si le côté, bon élève, on dit: «Bah non, c'est normalement pas comme ça qu'il faut faire» et cetera. Bah et ben, il faut peut-être passer outre, et c'est en faisant des choses que les autres ne font pas, que l'on a des résultats qu'ils n'ont pas. Voilà.
Si tu fais comme tout le monde, tu auras des résultats comme tout le monde. Ça, Mmh. c'est fondamental. Tu es obligé de faire des actions atypiques pour y arriver. Moi, tu vois, j'ai investi dans les parkings, c'était tous mes potes me disaient: «Ne fais pas ça. Pourquoi tu vas acheter un parking que tu vas diviser en 4 pour gagner, 45 €, 50 €, aller chez le notaire et cetera?» Tout le monde se foutait de ma gueule, mais réel. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes, ils ont le bouquin dans leur librairie, enfin dans leur Mmh. bibliothèque et je leur en veux pas, je leur en parle même pas. J'ai de la subtilité de pas leur en parler. Mais c'est hallucinant. Donc oui, il faut prendre des décisions et avoir des habitudes différentes de la masse. Si vous voulez être différent de la masse. Après, tu sais, il y a des gens, ils veulent être dans la masse. Je juge même pas, il y a pas de jugement, tu vois? Mmh. Et moi ou toi ou plein d'entrepreneurs qui nous écoutent et dans nos écosystèmes, c'est des gens qui ont en commun le fait de vouloir bouger les lignes, de vouloir se surpasser. Bah, faites des choses pour vous surpasser. C'est atypique, effectivement, d'investir dans 15 startups alors que c'est potentiellement très risqué et que la France est le pays de l'immobilier. Mais c'est pas grave, il y a déjà des boîtes qui se sont valorisées. Je suis tout le business. Alors, il y en a qui font des reporting, d'autres non, on en parlera après. Mais je regrette à aucun moment parce qu'en plus, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que le fait d'avoir investi dans des boîtes, en plus d'être un placement qui peut potentiellement me rapporter un multiple intéressant, c'est que ça m'ouvre beaucoup de portes. Mmh. Ça, on n'en parle pas. Quand tu es business angel, tu as des opportunités. Parce que là, moi qui étais commercial, c'est moi qui démarchais tout le monde. Moi, personne venait vers moi. C'est moi: «Allô, allô, allô?» Là, c'est que l'inverse. Moi, je jubile. Moi, je suis avec mon café, je jubile. Pour la première fois de ma vie, Cédric, tous les jours, il y a des gens qui viennent me parler. J'ai entre un et 3 deals par jour qui me vient. J'ai des gens intéressants qui veulent qu'on se rencontre et cetera. Moi, je jubile et c'est ça aussi la puissance, quand tu investis, parfois et surtout dans les startups. Alors d'ailleurs, justement, comment tu t'y es pris au début? Tu te dis: «OK, bon, bah, maintenant j'ai envie de je veux être business angel, je veux être celui qui effectivement investit dans des boîtes». Qu'est-ce que comment tu voilà, ça a été quoi le premier pas? Est-ce que tu as un deal qui est arrivé et tu t'es dit: «Bon, ben, allez, j'y vais, ça va être le premier, on verra bien ce que ça donnera»? Est-ce que tu t'es mis dans une, recherche active de deal? Comment, tu as appréhendé, comment tu as approché ce Ouais, écoute, c'est très simple. Déjà, je me suis dit: «Il faut être crédible». Donc je me suis renseigné sur ce métier-là. J'ai créé une société où j'ai mis un peu de capital, j'ai mis une domiciliation dans un bel endroit. J'ai bossé le truc, tu vois? Je me suis dit: «Il faut être sérieux». Je me suis bien renseigné et cetera. Ensuite, j'y suis allé au culot. Je me suis dit: «OK, entre guillemets, bon, bah, tu as plus de filet de sécurité. Là, tu es tout seul. Tu es sur l'île déserte avec le couteau, et puis le filet de pêche pour aller survivre. Allez, go!» Tu as déjà contacté au culot un éditeur et tu t'es retrouvé avec Erol, un bouquin à la Fnac, ce qui est quand même assez balèze. Il y a combien de gens qui contactent, quelqu'un sur LinkedIn et qui se retrouvent avec un livre édité chez Erol, dans toutes les Fnac? Bon, voilà, tu l'as fait, c'est déjà pas mal et maintenant tu vas faire pareil pour les entreprises. Je me suis servi du culot des riches, en fait. Quand j'étais, le salarié, j'ai posé beaucoup de questions. Je me suis servi du culot, je me suis dit: «OK, go». J'ai contacté un réseau de business angels à Paris qui est très bien. J'ai envoyé un mail, j'avais zéro intro, hein, je connaissais personne là-bas. J'envoie un mail, je dis: «Voilà, bonjour, je m'appelle Alexandre», très transparent, hein, ma spécialité, c'est l'investissement dans les parkings, ce qui est atypique. J'ai sorti un bouquin, j'ai envoyé deux trois émissions où j'étais passé article de presse, bouteille à la mer et le mec me dit: «Ah super intéressant, viens, on s'appelle». OK, bon feeling. En tant que bon commercial, tu vois, je sais comment être sympathique et cetera, c'est hyper important. Et après, il me dit: «Écoute, viens, on t'invite à notre prochain événement» et je viens au prochain événement et on sympathise et là, je rencontre des entrepreneurs qui me parlent de leurs trucs et après quelques bières, quelques rendez-vous, il y en a où je dis: «Bah, vas-y, je mets 15 000, 20 000, 10 000 et cetera». Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait au culot et ça s'est fait naturellement. Ah, c'est merci pour le partage. Je vais souligner un truc, c'est déjà que, souvent les entrepreneurs, de mon expérience, c'est des gens vachement accessibles, en fait. Beaucoup comprennent la puissance incommensurable de se bâtir un réseau de qualité, de créer des relations et à quel point, en fait, des opportunités peuvent s'ouvrir juste par le biais d'une conversation. Voilà. D'ailleurs, moi, je lance un nouveau business là. On va lancer le truc dans les semaines qui viennent. Et on m'a proposé l'association suite à un investissement que j'ai fait. J'ai investi dans la boîte du gars en question. Il préparait ce business depuis 2 ans, donc il avait tout.
tout monter. Donc moi, je suis arrivé en mode, OK, bah, j'apporte ma pierre, je suis associé aussi et donc on est en train de lancer le truc qui est d'ailleurs dans le domaine du private equity. C'est, c'est en mode club, en fin de compte, un peu comme Blast, sauf que nous, on va donner accès au deal du Y Combinator. OK. Voilà. Ça arrive là, Investor X, on appelle ça, et ça va arriver dans les semaines qui viennent. Et de la même manière, quoi, j'ai investi dans la boîte de Nathan, donc mon associé, et donc il a vu comment je fonctionnais, comment le relationnel, et puis il s'est dit ah ben tiens, en fait, c'est vrai j'ai besoin de quelqu'un qui apporte la brique relation communautaire, gestion communautaire, et comme ça c'est quelque chose que j'aime faire et que je fais déjà, c'est de cette manière qu'il m'a proposé l'association. Et les gens sous-estiment à quel point de simples rencontres peuvent avoir en fait un effet papillon qui est juste démentiel, quoi. Euh, C'est vrai, et c'est le le réseau. fait, voilà, et le fait de se positionner comme business angel, tu as absolument raison. Et là-dessus, c'est très nul en fait. Suffit de dire, de mettre sur LinkedIn, je suis business angel, tu l'annonces. Ah, ton réseau, il est comme ça. Si j'ai investi, tu dis à chaque fois que tu investis dans une boîte, tu le marques sur LinkedIn, je suis C'est ce investisseur que en j'ai fait. ça, voilà. Et après, t'as plein de gens qui te contactent, t'as l'embarras du choix en termes de deal aussi. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est voilà, c'est aussi. Alors, c'est toujours pareil, hein, quand on se retourne, on se dit, ah bah en fait, ça va, c'est simple. Mais quand tu es dans le truc, tu tâtonnes, tu essayes un truc, tu réfléchis, tu te dis, ah ben comment je pourrais faire pour que me créer de la visibilité, être crédible en fait dans mon rôle aussi, avoir l'opportunité aussi d'investir dans des boîtes parce que les entrepreneurs, ils ont pas forcément envie qu'il y ait n'importe qui vienne s'associer. Exactement. Et donc ça, c'est important d'avoir un côté ouais, Faut être de crédible quand même. dur, entre guillemets, d'être crédible et qu'ils se disent pas, putain, le gars, il va me faire chier, quoi. Ouais. Je sais plus qui applique cette méthode de dire, ok, ah bah, je crois que c'est Oussama qui m'en parlait. Il me disait qu'il n'investissait pas dans une boîte si il se disait pas j'aurais envie de déjeuner avec l'entrepreneur. Ouais, Donc, bien sûr. juste un Bah, déjeuner. tous on se dit ça, hein, Ouais. tu aussi Jean de La Roche-Brochard, Mm. le partenaire de Xavier Niel chez Kim Adventures, il dit la même chose. Moi, je me dis la même chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, moi, un des premiers critères, pour bosser avec quelqu'un, pour investir, pour être associé, peu importe, c'est est-ce qu'on s'apprécie? Il faut qu'on s'apprécie. C'est-à-dire que si on peut pas se piffrer, mais qu'on va faire du business ensemble, qu'il y a un potentiel de business, mais qu'on se déteste, je n'y vais pas. Impossible. Et plus tu avances en âge, plus tu penses comme ça. Au début, quand tu es jeune, tu dis ah bah non, on s'aime pas, mais objectivement, on va faire du business. Mais non, ça marche pas comme ça. Il y a un moment, c'est horrible si tu détestes la personne. Donc non, effectivement, il faut apprécier les gens. Déjà, il faut valider ce point-là, que le feeling fonctionne bien et qu'il y ait de la bienveillance. Après, on peut se tirer la bourre, on peut s'engueuler. Il peut y avoir on peut se tirer la bourre, on peut se faire un peu la gueule pendant 2 jours, et cetera. Mais si le fond est positif et si on se respecte, on fait ce qu'on veut, tu vois? Mm. Mais ça, c'est très important, et pour revenir à ton point précédent, effectivement, hem, la puissance du réseau et c'est quand même assez dingue, tu vois, de passer du statut de salarié, dans une boîte, OK, au statut où tu es abreuvé de deals, où tu es invité, Mm. tu vois, là, je vis à Paris en ce moment. Ce soir, je vois mon réseau de business angel à 18h, il m'invite dans une manufacture de tannage de cuir. Il y aura, plein d'entrepreneurs et cetera. Je sors 3-4 fois par semaine, je suis invité un peu partout, j'ai au moins 3-4 sorties par semaine et quand je me pose et que je repense qu'il y a encore 1 an et demi, j'étais sur Salesforce à essayer de chercher des clients et à me faire engueuler parce que j'avais fait 0 de chiffre d'affaires parfois la semaine. Je me dis: «Mais quel chemin parcouru!» Et en fait, c'est faisable. J'ai pas soulevé une montagne. Faut juste, heu, faut juste y aller, quoi. Faut être dans l'action. Les gens sont trop dans l'itération, Ouais. trop dans l'itération. Moi, j'appelle ça le syndrome du technicien ou de l'expert, je ne sais plus comment je l'avais conceptualisé dans mon bouquin, mais tu as des gens, ils théorisent tout. C'est très français ça. Et ils sont experts, ils sont meilleurs que moi. Dans l'IMO, ils sont meilleurs, dans tout, ils sont meilleurs. Ils n'ont jamais rien fait. En fait, il faut juste un moment agir. Tu es sur le plongeoir, tu sautes du plongeoir, et là, tu as plus peur d'un coup. Donc, franchement, quand tu as compris ça, la vie devient un peu plus simple quand même. Ça, c'est ce que j'appelle pour ma part le syndrome du bon élève. C'est, je veux avoir tout juste.
je veux faire tout bien comme il faut. Je veux pas qu'on puisse dire, ah bah regarde, il fait pas les choses bien, hein. Alors que déjà tout le monde s'en fout. Et puis de toute manière, quoi qu'on fasse, il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à redire. Quoi qu'on pense, il y aura toujours quelqu'un qui sera pas d'accord avec nous. Donc, Ça fait écho à un truc, c'est qu'on peut pas plaire à tout le monde et ça, moi, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Pendant longtemps, quand j'avais un hater, c'est un détracteur, pendant longtemps, heu, je voulais essayer de le convaincre que j'étais pas une mauvaise personne et souvent j'y arrivais. Donc c'est-à-dire quelqu'un, tu vois, me critiquait, je sais bon, peu importe le par où ça venait, mais je discutais avec cette personne. J'essayais de comprendre et à la fin, souvent, il y avait: «Ah excuse-moi Alex, j'ai» et je me dis: «Mais quelle perte de temps! Tu peux pas plaire à tout le monde, donc tu prends une direction. Oui, ça plaira pas à ton cousin, ta mère, ton père, ton pote, ton patron, mais on s'en fout, quoi». Mais ça, faut arriver à le comprendre, mais il y a beaucoup de gens qui sont bloqués, qui ont ce blocage-là, énormément. ouais, ce qui est humain aussi, hein, parce que le rejet, tu vois, Oui. nous, on a encore notre ADN de il y a 2 000 ans dans la savane, quoi. Et le rejet, c'était un synonyme de potentiel mort, quoi. Être rejeté de la tribu, c'est je suis tout seul dans mon coin, je vais me faire bouffer par un lion, quoi. Donc, Mmh. il faut arriver à dissocier ce côté de le rejet égale à du danger, égale à je vais crever, quoi. C'est, c'est, et quand on a réussi à faire ce travail-là, effectivement, en termes d'exponentialité que ça peut créer, c'est juste assez démentiel. Et comme tu le dis, alors, à la fois, il y a un côté où ça peut aller très vite d'un seul coup, mais ça, je veux quand même souligner le côté exponentiel parce que, tu vois, il a réussi très vite, mais ça lui a pris 10 ans, en fait. Et toi, c'est vraiment ça, c'est pendant Bah, 10 c'est ça. ans, tu as investi, tu as construit ton patrimoine, tu as façonné ta nouvelle identité. Tu t'es inspiré de personnes que tu Ouais, rencontrais régulièrement et tu allais prendre, tu vois, justement, tout ce qu'ils avaient à ouais. t'apprendre. Tu t'intéressais réellement à ces personnes. Ce qui d'ailleurs est un très bon moyen de te faire apprécier des gens. Et ça vient de Dale Carnegie, un livre qui est pour moi une bible relationnelle le livre Comment se faire des amis, où il Ouais, bien explique, sûr. voilà, il explique que le meilleur moyen de te faire apprécier par quelqu'un, c'est de lui poser des questions, de t'intéresser sincèrement à ce qu'il a à dire, à qui il est, à son parcours, à ce qu'il pense. Donc voilà, je voulais souligner aussi ça par rapport à ce que tu évoquais. Et donc, à un moment donné, bah, tous ces efforts cumulés ont donné cet effet exponentialité que tu évoques là en disant, bah, en un an, pouf, tout a changé, quoi. J'ai mis 10 ans à réussir du jour au lendemain. Ouais. Et réellement, en plus, toi, c'est vraiment ça le cas Et c'est en typique plus, qui c'est m'a 10 ans, c'est frappé. marrant. C'est 10 ans, c'est vraiment 10 ans, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, ça, c'est une phrase aussi. Moi, j'ai mon petit rituel matinal où je relis certaines phrases comme ça, comme décision facile, vie difficile, décision difficile, vie facile, où on sous-estime ce que l'on peut, on surestime ce que l'on peut faire en un an, on sous-estime ce que l'on peut en faire en 10. Et typiquement, c'est ça, quoi. C'est d'avoir un plan long terme. Alors ouais, c'est pas sexy, hein, on vend beaucoup la réussite en quelques mois, en 15 jours, etc. Mais je ne connais personne qui ait eu un succès vu de l'extérieur fulgurant, sans qu'il y ait eu une construction en amont de plusieurs années, où, bah, exactement comme toi, tu es l'exemple, je trouve, parfait, où il y a eu un façonnage de sa manière de voir les choses, de ses apprentissages, de ses objectifs, de son identité, et où d'un seul coup, bah, il y a un effet explosif où les gens se disent waouh, mais tout a changé d'un seul coup. Non, non, ça s'est fait dans l'ombre pendant longtemps, et maintenant, effectivement, c'est à la. C'est exactement ça. C'est un c'est un cheminement, c'est beaucoup de sacrifices, mais c'est une habitude. Tu sais, c'est comme celui qui va faire son footing tous les jours ou qui va boire son café, c'est implémenter des bonnes habitudes, heu, qui te permettent, c'est l'effet cumulé aussi. Il y a un livre, L'effet cumulé qui est un best-seller aussi, c'est les petites actions, la stratégie des petits pas. C'est petites bonnes actions, qui vont t'amener vers quelque chose de positif, plutôt que petites mauvaises actions, hein, se plaindre, machin là, pleurer à la machine à café, voir des gens toxiques et cetera. Donc il faut aller vers des choses positives et puis après ça va payer au bout d'un moment, hein. 10 ans dans une vie, c'est long mais on s'en sort. Donc ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ça passe vite, Ouais, ça passe vite aussi. Quand on bosse, ça passe vite, hein. Franchement, moi j'ai pas vu le temps passer. complètement. Alors, pour
revenir aussi à, tu vois, ce moment où tu t'es dit: «OK, je vais investir». Déjà, tu vois, quel a été le déclic? Est-ce que c'était: «OK, j'ai envie, effectivement, par rapport à ce que je vois au quotidien dans mon métier, j'ai envie de m'enrichir, j'ai envie d'être comme ces gens-là et donc, eh ben, un pied après l'autre, je vais gravir ma propre montagne, mais ça va se faire, en mettant un pied devant l'autre, tout simplement». Et tu vois, ce côté, moi, que j'associe à ce que tu évoquais comme la débrouillardise que tu as pu, voir auprès de ta mère dans ton enfance, en grandissant. Voilà, le côté: «OK, ben, je vais aller sur les parkings et puis je vais avoir cette idée pour augmenter la rentabilité de découper et d'y foutre de multiples motos, tout en répondant à un besoin et en faisant en sorte, ben, d'apporter de la valeur et du coup d'être récompensé, en fait, pour ça, quoi». Ouais, c'est exactement ça. Si tu veux, je voulais m'en sortir. J'avais un, comme on dit, un why fort, tu vois? Je voulais vraiment m'en sortir et une frustration amène beaucoup de détermination. Ma frustration, c'est que je voulais plus d'argent. Je voulais de l'argent, je n'en avais pas. J'avais subi une injustice, familiale, et cetera, de perdre ton père, bon bref. Donc j'ai une injustice, j'ai une frustration, je la conscientise et j'en fais une force. Donc le moteur, c'est un V12 sous le capot, tu vois? Mmh. J'en fais une force et du coup, je me suis dit quand je suis rentré sur le parking, je me suis dit: «J'ai aucun je vais du moins cher au plus cher, je trouve un pauvre parking à 4 000 € dans un coin populaire de Paris, je l'achète, j'y connais rien». J'avais, 4 000 €, c'était un miracle, je devais avoir touché une prime, tu vois? C'était un miracle que j'ai 4 000 € sur le compte, hein. D'habitude, c'était plutôt, 0. Et après je me suis dit: «Comment je peux faire mieux?» Et ben, je le divise. Pourquoi? Parce que, il y avait de moins en moins de bagnoles dans Paris, il y avait de plus en plus de 2 roues. Mes copains qui avaient des 2 roues, ils se faisaient abîmer le truc avec les intempéries, ouvrir le top case, abîmer la selle et tout et je leur ai dit: «Je vais créer un service», comme une start-up, ça aurait pu être une boîte, hein. Ça a pas été une boîte, mais ça aurait pu être une boîte. 45 € au doigt mouillé, hein. «Allez, combien? Tu es prêt à payer combien toi?» 45. Poup, OK, ce sera 45. 45 €, je divise la place en 4. Et au lieu de gagner, soixan 80 € pour une voiture, je gagnais 180 et 4 motos, quoi. Ou 200 €, c'était 50 €. Et moi qui sortais d'un bac littéraire, donc qui était pas un matheux, ni un ingénieur, j'ai appris à aimer les chiffres, avec le business. Et maintenant j'adore les chiffres, je m'éclate. Mais c'était pas mon background. J'ai vraiment un background empathique. C'est pour ça que le livre «Comment se faire des amis», c'est un bouquin que je recommande à tout le monde aussi. C'est qu'en fait, je pense que ce qui m'a aidé à entreprendre et ce qui m'a aidé à être un bon commercial et à être malin, ça a été ma compréhension de la nature humaine et mon côté empathique développé en lisant beaucoup de philosophie, les stoïciens, et cetera, en faisant un bac littéraire, en faisant un peu de théâtre. Donc en fait, tout ce background humain m'a servi quand je suis rentré dans le business. Ah, Ça, c'est important chez moi. non, mais c'est super intéressant ce que tu dis, effectivement, ces multiples petites compétences. On en Voilà, parle encore de l'effet cumulé. Voilà, c'est vraiment ça. C'est la ouais, l'unification de tout ça qui a fait que, voilà, que ça a fonctionné. ça a fonctionné. Ouais, excellent. Euh, et comment sur la partie en fait, tu vois, l'idée des motos, c'était pas quelque chose alors qui était courant du tout à Non, l'époque. À quoi est-ce que tu vois, tu as pris une habitude, c'est Tim Ferriss qui évoquait ça, je crois, dans son livre, sur le fait de tous les jours prendre l'habitude. Lui, il faisait, je crois, il s'allongeait en public n'importe où, tu vois, pour muscler son esprit à faire des choses qui étaient dérangeantes, qui le mettaient dans une situation d'inconfort et qui étaient hors du cadre, quoi. Et pour arriver justement à avoir cette idée hors du cadre, de dire ok, ben en fait, parce que on se dit mais c'est du génie, quoi. Effectivement, il y a un besoin. Il voit qu'il y a un besoin de parking de 2 roues. Il y a juste, je prends la bombe, hop, voilà, et ben ma place elle est découpée, c'est fabuleux, et j'ai plus qu'à exactement ça. vendre des plans des emplacements. Est-ce que ça tu l'attribues à, je sais pas, est-ce que tu as développé une habitude justement d'être peut-être un contrariant dans tes approches, à fuir là où tu vois que tout le monde va? Oui. Est-ce que c'était un éclair de génie ou est-ce que c'était une habitude, tu vois, implémentée dans ta manière de fonctionner? Ouais, ouais, c'est une très bonne question que tu me poses. Très bonne question. Hem, je suis profondément anticonformiste, Ok. profondément. J'étais le genre de mec à l'école, j'étais
plutôt bon élève, hein, et je posais des questions, tu vois? J'essayais de comprendre, je suis anticonformiste. C'est-à-dire que moi, tu me sors un ballon, je comprends pas pourquoi c'est pas un carré. J'ai envie de comprendre. J'ai cette curiosité et j'aime bien faire les choses différemment. Donc je suis profondément rebelle et anticonformiste, dans la douceur, hein, mais je le suis profondément et je pense que, j'ai appliqué ça au parking en me disant: «Bah, écoute, tu gagnes 100 € avec une voiture, prends une bombe de peinture, personne ne l'a fait avant toi, mais tu prends une bombe de peinture, tu divises en 4, tu crées 4 contrats de location, tu mets ça sur le bon coin et tu loues». Effectivement, il y a pas besoin de demander l'accord de la copropriété parce que c'est pas un mur, tu vois? J'érige pas un mur en dur, donc j'ai pas besoin de l'accord des autres copropriétaires. J'ai tout à fait le droit de le faire. Je m'étais renseigné sur la législation et j'ai pris une avance parce que j'étais le premier à faire ça. Donc j'ai pris une avance terrible, sur les autres et surtout que j'en ai pas parlé pendant 8 ans. J'ai commencé à en parler sur des podcasts et dans des articles, alors que ça faisait 8 ans que je faisais ça. Donc si tu veux, j'avais pris une avance concurrentielle importante. Mais oui, pour répondre à ta question, j'ai cet esprit, j'aime bien soulever les couvercles, j'aime bien aller Curiosité. creuser les choses et je me suis Ouais, dit, voilà, va plus loin que le truc tout cuit, quoi. Tu vois? Le Pinel, ceux qui font de l'IMO, qui prennent le Pinel, qui prennent la SCPI, le produit, bancaire, que leur propose leur conseiller. Ça, je suis pas client de ça. OK, génial. Ça, je veux le dire aux personnes qui nous écoutent là, que ça se muscle, en fait, cette habitude de ne pas faire comme tout le monde. Et typiquement, là, on a un exemple très concret de l'utilité que ça peut avoir, justement, en tant qu'entrepreneur, d'aller justement, de voir, une évidence, ce qui peut apparaître comme une évidence que personne d'autre ne voit, en fait. Mais pour nous qui nous frappe, en fait. Merci beaucoup pour ce partage à nouveau. Aujourd'hui, tu vois, au niveau de ton parc immobilier, est-ce que tu as diversifié? Tu es toujours à fond parking? Est-ce que tu as, je sais pas, investi dans des appartes, potentiellement des maisons, du co-living, de la colocation, tu vois, ou est-ce que tu es resté focus sur l'élément que tu maîtrisais? Alors, je suis resté focus sur l'élément que je maîtrise parce que je préfère être bon quelque part que moyen partout. J'ai essayé de me frotter aux apparts, j'en ai acheté un, ça a été une mauvaise expérience parce qu'il était un peu passoire thermique, à l'humidité et puis les locataires à gérer et cetera, puis ensuite tu mets en agence et l'agence, elle te paye en fin de mois alors qu'elle encaisse en début de mois. Heu, En fait, c'était un défocus terrible et j'ai pour habitude j'aime bien la précision, et j'aime bien maîtriser ce que je sais faire. Donc j'ai fait du parking. J'exclus pas le fait de partir sur autre chose, mais peut-être plus en association parce que j'aurais pas forcément le temps de gérer ça. Donc full parking et après start-up. Mais je veux pas trop de charge mentale forte, donc je préfère avoir des choses que je maîtrise bien et un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Tu sais, vaut mieux avoir telle somme, ça c'est imp on n'en parle jamais de ça, mais Oui. mieux vaut, je te dis n'importe quoi, mais avoir 3 000 € avec, de l'immobilier, tu vois, des parkings que tu maîtrises, plutôt que potentiellement d'avoir 5 ou 6 000, mais avec un truc un peu bancal que tu maîtrises pas, qui va te stresser, qui va pourrir ta vie privée. Donc un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Vaut mieux maîtriser une chose plus petite que de convoiter une chose énorme, qui est bancale. Ça, c'est ma vie, c'est ma conviction. Je veux aussi m'arrêter sur un point là, qui est l'ego, la vanité, on va dire, bah, c'est beaucoup moins sexy de se dire, ok, ben je vais investir dans des parkings que ah ben j'ai investi, voilà, j'ai X appart à Paris. C'est beaucoup moins Ouais, socialement, c'est je veux vrai. dire, ça fait beaucoup moins rêver. Ah oui, Et ça, c'est l'argent avant le prestige. Voilà. Euh, ouais, mais alors, ça L'argent avant le franchement, c'est prestige, parce que ce que tu dis est vrai, hein. le prestige finira par arriver si vous avez de l'argent. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai ce que tu dis parce que, tu sais, oui, c'est pas sexy quand tu racontes ça. Après si tu le racontes bien, ça peut être un peu sexy si tu mets un peu d'histoire, mais c'est vrai que c'est pas sexy et moi je m'en foutais, j'avais pas d'ego mal placé de tu sais, le Prestige, il est arrivé quand mon bouquin a été dans les best-sellers, dans l'IMO et là, je me suis dit: «Bon, bah, tu vois, les gens qui rigolaient un peu, ils ont changé de discours». Donc non, non, il faut faire profil bas, il faut être low profile, il faut être, humble, bosser dans le dur
et après, le prestige viendra après, tu sais? Il Attends, quand est-ce que j'ai vu ça? Hier, j'ai vu un gros collectionneur de montres, qui a plein de montres incroyables et cetera, et je lui dis: «Tu dans quoi?» Il me dit: «Moi, je suis dans le bâtiment». Ouais, il est dans le plâtre et tout, ça de prime abord, ça fait pas rêver, et le mec il a une boîte, il a 47 salariés et cetera, donc je veux dire, c'est une vision court-termiste que de chercher le prestige tout de suite, très court-termiste. Ouais. Le long terme, c'est d'avoir un truc, de s'y tenir, et après, ça viendra si tu veux ou pas. Mais de vouloir viser un prestige immédiat, c'est bien pour la Gen Z ça, mais ça marche pas comme ça la vie. C'est d'ailleurs un élément stratégique en termes de positionnement, d'aller justement, encore une fois, là où les autres n'ont pas envie d'aller parce que c'est pas sexy, parce que ben voilà, ça fait pas bien dans le dîner familial de Noël de dire ah ben je fais ça. Bah faites-le en fait, faites-le. Et au bout d'un moment, ça finira par payer. C'est Tougan Barra aussi qui dit ça, effectivement. Lui, il fait le parallèle avec, tu vois, bah justement, dans le domaine des startups, avec ceux qui lancent de la startup pour le prestige, de dire, ah bah moi, mon fils, voilà, il a lancé sa startup, il lève des fonds, etc. Et lui, il est très orienté en mode, ok, résultat. Non, fais cracher du cash, on s'en fout du prestige, quoi. Ce qui importe, c'est le Ouais. résultat et ce que tu construis et pas juste les paillettes, quoi. Mm. Je pense qu'il faut arriver à bien, avec l'expérience, à bien cerner ça chez ton interlocuteur. Quand tu vas investir dans une startup ou quand tu as Mm. un associé potentiel, ou c'est quoi la motivation intrinsèque de la personne? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance? Est-ce que c'est de l'ego? Est-ce qu'il veut aider vraiment? Je pense que c'est hyper important de cerner ça chez l'autre pour pas faire fausse route aussi. Donc effectivement, il faut bien, et soi-même, il faut savoir pourquoi on le fait. Tu vois, moi, j'ai écrit un bouquin, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est parce que j'avais envie de retransmettre. Alors pourquoi tu veux retransmettre? Il y a forcément une part d'ego quand tu veux retransmettre. Il y a forcément, tu sais, un envie d'accomplissement, tu sais, dans les alors il y a l'ikigai ou tous ces Ouais. trucs-là, mais j'avais envie d'un truc un peu plus noble après avoir été, tu vois, 12 ans dans le commercial, avoir fait plein de trucs, je voulais vraiment laisser quelque chose, et aujourd'hui, ce que je dis, c'est ce qui me fait hyper plaisir, c'est quand j'ai un feedback de quelqu'un qui me dit: «Ah, j'ai adoré ton bouquin, j'ai pas acheté de parking», ça m'est égal, mais je suis motivé, ça me fait plus plaisir encore qu'un loyer qui tombe. Donc je suis à ce niveau d'accomplissement, c'est ça qui me drive. Mais j'ai toujours la tête dans les chiffres, et j'ai pas dit mon dernier mot, sur le côté business, ouais. Ok. Donc, bah tiens, ça fait partie des questions un peu hors du cadre, un peu différentes que j'avais prévues pour notre interview, ton interview. Alors, la première qui est, ok, si aujourd'hui tu t'enlèves tout, tu vois, t'as plus de parking, t'as plus d'argent, tu repars de, ok, zéro, mais t'as toutes tes connaissances. Qu'est-ce que tu ferais? J'utiliserai mes compétences, alors je réécrirai un bouquin, je pense, sur l'entrepreneuriat. J'écrirai un bouquin, je ferai des conférences, j'aiderai des entrepreneurs. Je pense que je prendrai des parts, j'essaierai de prendre des parts sociales dans des boîtes et d'aider les entrepreneurs, Ok. en apportant mon expérience, analytique, commerciale, marketing, pour les aider. Je me servirai uniquement de mon cerveau, mais je referai pas forcément la même chose dans l'immobilier parce que ça demande beaucoup d'énergie, et puis après avec l'âge, ton énergie, tu as envie de la mettre, en fait, tu as une notion du rapport au temps qui change. Quand tu es jeune, tu as du temps et pas d'argent. D'ailleurs, les jeunes disent: «On tue le temps», qu'un mec de 35 balais dira jamais, et à 70 ans, c'est pire. On tue le temps. Tu sais, nous, on dit plus: «On tue le temps», toi et moi, Ah tu non, vois? non, non, c'est clair. Mais à l'époque, quand tu avais 20 ans, que tu jouais à la PlayStation, on tuait le temps. Tu vois, le dimanche, il était long, le dimanche après-midi, tu vois? Donc tu tues le temps, tu as pas d'argent, tu as du temps, et puis après tu as un peu plus d'argent, mais tu as moins de temps. Et la ressource pour un entrepreneur, tu le sais très bien, Cédric, une des ressources les plus précieuses, c'est de pas perdre son temps. Et quand je fais des calls avec des gérants de gros fonds d'investissement qui veulent que j'investisse dans leurs fonds, à chaque fois, ils me disent: «Alexandre, la ressource la plus précieuse qu'on a, c'est le temps. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit clair, qu'on se dise des choses». Et au début, ça me choquait un peu, mais ils ont raison. Et donc aujourd'hui, j'allouerais mon temps utilement. C'est un peu le 20-80, et je me dirais: «Je vais aider des entrepreneurs, ou je vais écrire un bouquin, ou je vais faire une conférence pour que ça me rapporte tant ou que ce soit efficace». Mais j'irai plus au charbon sur le terrain à acheter de l'immobilier, parce que, j'aurais moins de valeur ajoutée dans le côté, terrain, heu, temps alloué, quoi. Super intéressant. Donc effectivement, tu te servirais de tes connaissances pour avoir de l'impact. Pour prendre des décisions, pour Ok. décider, tu vois? Pour trancher.
Un décideur, c'est ça, c'est quelqu'un qui va trancher. Les juniors, ils vont être là: «Oui, on fait ça, on fait des réunions de 10 heures qui servent à rien», comme en entreprise, en France, toute la journée, ils font des réunions qui servent à rien et quand tu as de l'expérience, tu dis: «OK, explique-moi. OK, tu peux répéter? Là, on y va. Là, on n'y va pas». Je prendrai que des décisions le plus précis, possible et qui me permettraient de gagner de l'argent. Mais je me servirai uniquement de ça, de la vitesse. Aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est aller vite dans mes business. Quand je fais des rendez-vous, je pose le cadre, tu vois? Toute la journée, je fais des rendez-vous. Je dis: «Voilà, l'objectif, c'est ça» et quand il y a des gens qui me démarchent sur LinkedIn, par exemple et que c'est un peu flou, je dis: «Mais c'est quoi l'objectif? J'ai besoin qu'on recentre» et après il y a plus d'image en général. Donc j'utiliserai cette expérience pour décider rapidement et faire le 20-80 de Pareto. Voilà. OK. Merci beaucoup pour ta réponse et je vais, on va dire, aller quasiment au spectre opposé. OK, si tu avais plié le game, tu vois? Alors je ne sais pas quelle est ton échelle de «j'ai plié le game», on va dire, je sais pas, imaginons, tu es milliardaire. Alors plier le game en termes de niveau de réussite financière, hein, j'entends. Ouais. OK, tu es milliardaire, donc à un niveau, plutôt stratosphérique, hein, quand même. Heu, Aujourd'hui, tu consacrerais ton temps et ton énergie, tu vois, à faire quoi? Ah, si j'étais milliardaire, je passerais mon temps en famille, que je pense que ça, finalement, c'est ce qui reste. Famille, amis, et puis à aider les gens, tu vois? À aider, à motiver. Je créerais une fondation. J'essaierais d'aider les jeunes qui galèrent, qui comme moi, avaient envie de décrocher un peu de l'école, se cherchaient, tu vois? Je créerais ça, j'aiderais les jeunes. Je passerai du temps avec mes amis, ma famille, hem et puis après, est-ce que je serais vraiment retiré du business? Je suis pas sûr parce que je pense que c'est un virus quand tu es entrepreneur et je pense que je recréerais des business, je me planterais, me relèverais. Comme je t'ai dit en début d'interview, c'est ma mère, ça a été que des up and down. C'est un entrepreneur, tu es une entrepreneur et du coup, je suis OK avec ça. J'ai pas peur de l'échec donc tu vois, je créerais des trucs, et puis on irait dans le mur, on se relève. En fait, j'ai besoin de vivre des émotions, Cédric. J'ai besoin de vivre des émotions, des sensations, de l'adrénaline. C'est comme quand tu fais du karting ou de la bagnole, tu veux de l'adrénaline. Donc oui, si j'étais milliardaire, je passerais du temps avec les miens. J'aiderai les autres, ça c'est sûr. Ce que j'essaie de faire déjà, mais je le ferai encore beaucoup plus. Et puis je me frotterai aux gens meilleurs que moi. Je me frotterai aux petits jeunes qui arrivent et j'essaierai de ouais, j'aurai toujours cet esprit un peu de compétition, d'essayer d'y aller, mais dans la bienveillance, tu vois? Mais je me confronterai encore au terrain. Je pense que je me dirais, «OK les gars, j'ai 70 balais, mais je suis chaud quoi, on y va, go. Je suis un joueur, j'aime bien. OK, donc tu remettrais une pièce dans le game, quoi. Ouais, dans le jukebox, ouais, je pense que je remettrai une pièce jusqu'à la fin dans le jukebox, heu, moi la notion de retraite, me faire chier, ça me dit rien, tu vois? Après j'adore, hein, tu vois, boire un café, lire un journal, feu de cheminée et tout, mais je m'ennuie vite et j'ai tellement été, marqué au fer rouge par l'action, par le dépassement de soi et l'action que c'est un truc qui est chevillé au corps. OK, merci. Hem, alors pour revenir à la partie startup aujourd'hui, donc tu as intégré donc un club de business angel, tu disais sur Paris. Ouais. En termes de sélection, est-ce que tu vois, tu t'es dit: «OK, je vais investir plus particulièrement dans des startups de tel domaine». Est-ce que ton spectre d'investissement est ultra large? Est-ce que tu as tu vois, quelques critères que tu utilises pour faire un filtre? Alors, moi j'investis dans les phases vraiment, au démarrage, à l'amorçage, early stage comme on dit, donc précis des seed, soit pas de chiffre d'affaires du tout, ça m'arrive, OK, vraiment sur une idée. Il y a une équipe, il y a une idée, il y a pas de chiffre d'affaires, il y a une roadmap qui est très claire ou soit il y a un peu d'encaissement, il y a déjà une équipe, il y a déjà quelques salariés. Mais c'est vraiment au en amont que j'investis. Donc en amont, je regarde, l'équipe. Il faut, je puisse avoir un bon feeling comme on disait un peu, plus tôt. Il faut que je puisse les sentir. Une complémentarité. Souvent, il y a que des ingénieurs. C'est un problème, qu'on a beaucoup en France malheureusement, on est très ingénieurs. Il y a que des ingénieurs et qui va vendre? La vente, c'est une compétence clé, number one. le C'est ça sujet qui ramène du le salaire. Ça, c'est on le sujet oublie du ça. mail que j'ai envoyé tout à l'heure, tu vois, en disant: Mais je savais «La même pas, savoir mais vendre, c'est une compétence c'est number intemporelle one. qui de tous les aspects de ta vie, elle est utile». Si tu sais vendre, tu peux entreprendre, tu peux convaincre un éditeur de t'éditer, tu peux convaincre quelqu'un de s'associer. Vendre, c'est la base.
Ça, faut arriver à le comprendre. Faut mettre de côté les égos, les machins d'excellence académique, mines, ponts et chaussées, et cetera. La vente, les amis. Donc moi, je veux qu'il y ait des gens qui savent vendre et franchement, c'est une denrée rare, hein. Tu es comme ça en train de En regarder, c'est France, compliqué. particulièrement, en termes de culture, ça Ça part de pourrait loin, hein. faire l'objet d'un échange. Vraiment, il y a de quoi dire. Bref, du coup, je regarde s'il y a des compétences, s'il y a quelqu'un qui est bon en commercial ou qui a au moins cette appétence, s'il y a de la tech, si c'est une boîte tech. Je regarde vraiment la complémentarité, je regarde le marché, je regarde la rigueur. S'il y a 36 fautes d'orthographe dans le deck, bon, bah, j'ai envie de courir. Je regarde si c'est quelque chose qui m'intéresse et je regarde si je peux les aider parce que j'ai envie aussi de pouvoir les aider et je veux voir leur humilité. Il y en a parfois qui sont très prétentieux, qui sortent de très grandes écoles et qui vont te dire: «Non, non, mais nous, on n'a pas besoin d'aide, on a juste besoin de ton argent, on n'a pas besoin que tu nous expliques, et cetera», tu vois? Il y a même eu des gens de mon secteur d'activité des parkings qui lançaient des startups et qui me disaient: «Nous, on a juste besoin d'argent, mais pas tes compétences. Mon ami, ça fait 10 ans que je fais ça, comment tu peux prétendre ça? Tu as 20 ans, tu peux pas tenir un discours comme ça». C'est de l'arrogance. Mmh. Donc tu vois, il y a des red flags, il y a des red flags là-dessus. Mais, en gros, voilà, je regarde l'équipe, le business, le marché, la rigueur, le feeling et puis après j'analyse un peu les datas et puis il y a peu de data, souvent et j'investis après dans des boîtes, pour revenir à ton point, j'ai pas vraiment une thèse précise en me disant: «Je veux que du SaaS, B2B, ou B2C avec, du revenu récurrent et cetera». J'ai investi dans un CRM, j'ai investi dans du B2C retail, dans des chaînes de boulangerie, resto marocain, chaîne de resto de pâtes, un autre resto, donc quatre fois dans la food quand même et puis après dans des sites internet aussi un peu plus tech avec de l'abonnement, des applis pardon, qui peuvent gérer un peu ton suivi un peu comme Finari d'ailleurs, un peu ton suivi de tes datas. Donc, en fait, c'est finalement mon parcours. J'ai bossé 12 ans en tant que salarié. J'ai fait à peu près la moitié en B2B et j'ai fait à peu près la moitié en B2C. Au début, j'étais B2B, mes premières expériences. Et ensuite, j'ai switché sur le B2C. Donc, du coup, je suis à l'aise sur les deux. De plus en plus, je me sens bien sur le consumer, sur le B2C, parce que j'ai des bonnes compétences en marketing et en commercial. Et je trouve que le B2C, il faut être très bon en marketing, plus que le B2B. Et du coup, je suis à l'aise, je fais la différence en étant à l'aise sur le B2C parce qu'en France, il y a très peu de business angels qui vont sur le B2C. Ils sont très B2B, tech, SaaS, et il y en a assez peu, ou soit des très riches, des très gros, tu vois, qui ont beaucoup de fonds, et qui sont un peu audacieux, qui vont oser aller sur du deal B2C. Pourquoi? Parce que le potentiel de croissance est plus faible, fatalement. Quand tu vas investir dans une boulangerie, il y a moins de chances que tu fasses fois 1000. C'est évident. Clairement. OK, merci. Hem, Est-ce qu'il y a un investissement que tu as refusé et que tu regrettes aujourd'hui? De je c'est très large, hein, c'est pas seulement au niveau de business angel. Est-ce que tu vois, tu as un truc où tu dis tu te le remémores, peut-être potentiellement régulièrement, tu te dis: «Ah punaise, j'ai loupé un truc là». Non, parce que quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. Et si j'ai pas trop de cash, j'essaie de rentrer avec un petit ticket, histoire de. Donc, tu vois, il y a des médias là sympas dans lesquels j'ai investi, des médias en ligne qui essaient un peu de moderniser tout, des boîtes de com, de prod et tout, assez en vue sur les réseaux. Et j'ai investi dedans, même à petit ticket. Parce que, il faut séduire l'entrepreneur, hein, c'est ce que tu me disais, hein. Heu, Ils ont le choix, pas toujours, mais les bonnes entreprises ont le choix. En ce moment, moins, Donc hein? c'est une rencontre. Moi, tu as raison, mais en fait, c'est une rencontre Ouais. et les boîtes vraiment sexy qui lèvent des fonds, ils se disent: «Bah, Cédric, Alexandre, OK, tu es qui? C'est quoi ton histoire? Faut qu'on se connaisse». Même si tu appart, 15 ou 20 000 €. Donc, j'ai pas une entreprise où je regrette. Après bon, j'ai pas la capacité, j'ai pas le cash pour investir partout où je voudrais aller, oui, il y avait un truc, une espèce de néobanque là que j'ai vu passer dans mon réseau, qui avait l'air hyper, hyper, hyper sympa. Bon, bah, j'avais plus Ah, de j'ai peut-être cash, vu passer celle-là, elle doit être en attente dans ma boîte email, c'est tout j'ai vu récent? un projet. Non, ça Non? doit faire, D'accord. je pense que c'était pas ça, mais j'avais vu un truc hyper sympa et ça me plaît beaucoup, ce genre de concept, alors c'est rassurant, hein, pour un invest, hein, quand il y a du récurrent. Moi, j'avoue, bah, le parking, c'est du récurrent, donc moi, j'adore le recurring, c'est un truc qui me fait bien dormir la nuit, tu vois? Parce que les ventes one shot, c'est tellement dur d'aller chercher des ventes one shot, Ah, c'est clair. c'est horrible.
Et mais non, non, voilà, pour répondre à ton point, il y a pas eu une énorme frustration, mais en fait, maintenant, vu que là, je suis un peu à court de cash en cette fin d'année, je ralentis. Je réponds d'ailleurs même plus parfois quand on m'envoie des decks, parce que j'en reçois entre un et 3 par jour, hein, c'est ce que je disais hier dans mon je reçois entre un et 3 decks par jour, c'est hallucinant. Quand on a un peu de visibilité, 1 et 3. ça c'est Je peux prendre un alternant, full time pour faire ça. ouais, Et puis les mecs, ils te disent tout: «On prend un café», virtuel ou réel, et en fait, ils comprennent pas que tu leur dises non, mais toute la journée, je pourrais passer mon temps, un défocus monstre, à prendre des cafés réels ou virtuels. T'as pas 15 minutes, t'as pas 15 minutes. Et j'avais entendu une anecdote, à un moment, tu as Xavier Niel, le patron d'Iliade de Free. Il y a un mec qui venait le voir après une conférence. «Oui, monsieur Niel, vous avez pas 5 minutes?» Et il dit: «Non, j'ai pas 5 minutes, vous m'envoyez un mail». C'est que les mecs sont tellement sollicités que même 5 minutes, en fait, ils peuvent pas parce qu'ils ont 5 minutes fois 50 dans la journée. mais complètement. Ouais. Là, toi, en termes de justement de projection future, là où tu veux aller maintenant, euh, donc ok, il y a ce parcours de business angel. Après, effectivement, il y a l'argent à investir n'est pas infini. Donc il faut continuer à générer du cash pour avoir la Ouais. capacité de continuer à jouer, à jouer au jeu infini. Quels sont tes, tu vois, tes grands sujets en ce moment, Ouais. tes gros objectifs d'un point de vue voilà, personnel, entrepreneurial, la direction que tu prends pour les 5, 10, peut-être même plus? Les parkings, c'est quelque chose qui tourne. Donc ça, je n'ai pas forcément envie de trop le développer. Si je développe plus fort la partie invest, ce sera en association, soit créer un fonds d'investissement, des SCPI parking. Là, j'ai Hmm. des conversations avec des associés potentiels sur ce genre de sujet. Sur la partie investissement, je vais faire grossir mon entreprise. C'est comme un micro-fonds que j'ai créé, parce que j'investis pas en perso, mais avec mon entreprise, ma holding. Donc, je vais la faire grossir. Je veux faire des exits. Je vais communiquer sur les exits. Je vais récupérer du cash. Je vais réinvestir. Donc, j'ai vraiment une grosse ambition sur la partie venture capital, même si j'ai commencé tout petit. Donc ça, c'est un point très important. J'ai envie de réécrire un deuxième bouquin. J'ai pas encore totalement défini le fond de la thématique. J'ai envie de continuer à créer du contenu sur les réseaux. J'ai créé une chaîne YouTube de montres qui se développe très très bien, Ah oui? où je commence à être rémunéré par les marques qui m'envoient des montres et Excellent. qui me disent, tiens, on te file 500, 1000 euros hors taxe pour que tu fasses la review de la montre. Ce soir, je vais à un syndicat, un réseau de passionnés de montres, etc. Donc j'ai cette partie loisir avec le YouTube. J'ai la partie business angel que j'ai envie de développer. La partie parking, finalement, c'était un peu l'intro, c'était un peu l'apéritif du truc. Mais je serais pas contre un jour la supprimer, tu vois. Je pourrais en faire le deuil du parking. Dire, OK, c'était une étape. C'est un peu comme si je revendais ma société, tu vois. Hmm. C'était une étape, c'est ce qui m'a fait m'en sortir. Et je suis pas accroché à ça. Moi, ma mission, mes enjeux, c'est de développer mes business, de m'associer intelligemment pour faire l'effet boule de neige. Faut savoir un truc dans mon parcours, c'est que moi, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je l'ai fait seul. Les parkings, je me suis jamais associé dans les SCI. C'est ma holding et moi qui sommes associés. J'ai toujours acheté seul. Je me suis jamais associé. Là, c'est que maintenant où je m'associe entre guillemets dans les startups, même si vu les tickets que je mets, j'ai 1% de la boîte, hein. Quand la boîte elle vaut 2 millions, tu mets 20 000, bah, tu fais le calcul. Euh, mais aujourd'hui, je veux m'ouvrir et je veux décupler parce que je pense qu'à plusieurs, on va plus vite. Et je peux plus tout faire tout seul. Tu vois, j'arrive un peu en bout de course énergétique sur le fait de faire tout seul les choses. Je l'ai fait tout seul, j'étais dans le grind, je suis un côté laborieux, j'aime quand c'est dur, j'aime souffrir, c'est peut-être mon goût pour le sport. Et maintenant, je me dis, OK, fine, je suis arrivé au bout de ce que je peux faire solo. Maintenant, je veux m'associer avec des gens meilleurs que moi dans des compétences et, et moi meilleur que dans d'autres. Et on fait un espèce de conglomérat et on explose. Mais exactement ce que tu fais toi aussi. Toi, je me souviens, tu m'as connecté dans une conférence. On avait juste fait un échange, tu m'emmènes et j'ai trouvé ça incroyable. Donc, il faut beaucoup donner pour recevoir des opportunités. Et c'est ce que tu fais. Faut donner. Tiens, tu veux venir dans ma conférence avec telle personne? Tiens, tu veux faire ça? Tiens, je t'intègre dans ce groupe. Et c'est que comme ça qu'après, tu as des choses. Je te donne un exemple concret pour finir. Je vais interviewer un entrepreneur qui lance une marque de montres. Je lui dis: «Écoute, tu as pas forcément de budget, je te fais pas payer la vidéo». Alors moi, ça me demande un taf de malade, hein, le montage, le truc, le machin. Je te fais la vidéo, le truc, le machin, ça me fait plaisir, tu m'as touché avec ton histoire, c'est tout gratuit. Le mec s'est tellement senti ému et redevable
qui m'a pistonné dans un groupe de professionnels de l'horlogerie qui va m'ouvrir toutes les portes. Tu vois? C'est Excellent. faut donner Ah ouais, et ah, je aujourd'hui, je suis là-dedans. Aujourd'hui, amen, je donne beaucoup et cetera. Mais amen, je sais que tu l'as compris parce que moi, complètement. tu me l'as montré, concrètement, ce que je suis en train de dire, tu me l'as prouvé, en fait, donc j'ai même pas besoin de parler. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, je veux m'ouvrir, je veux rencontrer. Je passe un temps fou à rencontrer des gens et je pense que c'est la clé pour scaler, quoi. Tu peux pas scaler tout seul dans ta piole, même si tu es le best. Ah, complètement. OK, génial. Alors la chaîne où tu parles de montres, est-ce que tu peux nous donner le nom? Je mettrai, du coup le dans le petit Ça i s'appelle lien. Tocant, Tocantes. Tocant, c'est, montre en argot, c'est un des noms de la montre. OK. Tocant, voilà, c'est un petit truc qui me fait marrer, mais je passe pas mal de temps avec et ce qui est très drôle, Ouais, c'est Cédric, 20 c'est que 000 abonnés? Putain, ouais, ouais, c'est ouais. c'est bien parce Ah ouais, que non, mais je bosse faut dur les dessus, hein. sortir les 20 000, hein. Ouais, ouais, et je bosse dur dessus et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que, il y a des gens qui sont abonnés à ça et qui derrière un jour me disent: «Ah, j'ai acheté ton bouquin. Oh, Mmh. j'ai suivi Les un de tes synergies que programmes». ça crée. Mmh. Et en fait, c'était pas le but, hein, c'était pas d'avoir une conversion comme ça, mais j'ai compris un truc, c'est que les gens, ils suivent ce que tu fais, ils achètent ce que tu fais parce que c'est ta personnalité, ton truc, ton énergie. Soit ils t'aiment pas, mais c'est comme Oussama, par exemple, tu vois? C'est un exemple. Des gens qui l'aiment, demain, il peut sortir une marque de lessive, ils vont acheter la lessive, même si elle est 2 fois plus chère. Parce que c'est ses valeurs, c'est sa personnalité. Et tu vois, des gens de toquant de YouTube, ils se mettent à acheter mon bouquin et après ils m'envoient un DM sur Insta 2 ans après: «J'ai acheté 3 parkings, merci Alex, tu m'as aidé». Waouh! Génial. C'est génial! C'est ça que j'aime. Bah, ça d'ailleurs, je rebondis par rapport à ça, où tu sais, on entend souvent, «Pour vivre heureux, vivons cachés». Moi, je m'inscris en faux par rapport à ça. Moi, je suis plutôt à dire, dévoilez-vous. Dévoilez-vous. Il y a des gens à qui ça va forcément pas plaire, mais on peut pas plaire à tout le monde. Par contre, ça va vraiment créer comme un phare dans la nuit pour, attirer les gens qui rentrent en résonance avec qui vous êtes. C'est en termes d'opportunités que ça ouvre, d'énergie que ça apporte, c'est juste, incroyable, quoi. La constitution, d'une audience, c'est un actif qui est juste phénoménal. Ouais, c'est sûr. Ça et il y a peu de gens qui veulent moi j'ai des amis qui me disent, «Oh là là, je veux pas m'afficher, je veux pas me truc, je veux pas machin». Bah, il faut accepter de pas plaire à tout le monde, mais c'est vrai que c'est ton plus bel actif d'avoir ton audience. Hem, c'est très, très précieux et il faut en prendre soin et après tu as des opportunités et moi je suis au début de ça, tu vois? J'ai l'humilité de le dire parce que c'est assez nouveau pour moi tout ça. Je le répète jusqu'en mai 2022, j'étais salarié. Donc si tu veux, en fait, j'ai un monde qui s'ouvre à moi là en ce moment et du coup, et toi tu as plus d'avance que moi, ça fait longtemps que tu avais pris ce courage-là à 2 mains. Mais, mais je découvre un monde et j'essaie de pas me perdre parce que tu sais malheureusement, bah, tu as des gens qui t'attendent au tournant. Mmh. Tu vois? Quand tu vas dans des trucs et tout, ils t'attendent, ils te disent: «Ah là, je vais te vendre ça, je vais te vendre ça». Donc moi, je suis profondément empathique et gentil, donc je me suis fait avoir une fois ou 2. Mais maintenant, je suis plus vigilant et je prends que le positif. On n'a pas le temps pour se prendre la tête, tu vois? Parfois, tu te fais avoir, tu as un mec qui voulait te vendre un truc, bon, c'est un peu bidon. On n'a pas le temps. Si je me focus que sur ça, je bosse plus. Ouais, complètement, complètement. Ah, tu l'as attends, la chaîne, tu l'as lancée quand? Heu, 2019. 2019. Waouh, chapeau, hein, franchement, bravo pour ça. 2019, Et pendant, 2019 après j'ai pas publié, j'ai commencé à la lancer pendant le premier confinement. J'ai fait des vidéos un peu face cam, un peu grande gueule. Moi, mon dénominateur commun, si tu veux, c'est que je dis ce que je pense. Tu vois, là, l'attitude que j'ai, l'énergie que je mets, les rythmes que je mets, c'est dans tout ce que je fais. Heu je peux te faire une chaîne YouTube de sport, de machin, ce sera toujours pareil. Et après, elle était un peu en sommeil, cette chaîne, parce que j'avais pas le temps, j'avais les parkings à gérer, j'avais le boulot. Et puis j'avais créé un concept qui marchait bien avec cette chaîne, c'est que j'étais dans le noir, dans mon petit appart que j'avais acheté, qui était une passoire thermique, une horreur. Je fermais toutes les rideaux, les volets. Je mettais un gros spot, une grosse LED dans ma gueule et je disais ce que je pensais sur les montres. Je disais: «Ouais, les montres, c'est mal vu en France, si tu achètes une montre sympa à la machine à café, si tu es pas un bon vendeur et que tu performes pas, on va se foutre de ta gueule» et les mecs, ils m'ont dit: «Mais on n'a jamais entendu ça» et non. tu vois, je disais vraiment les trucs sans filtre et du coup, il y a eu une traction, il y a eu une petite, base de fanbase et puis maintenant,
Maintenant, les marques, elles m'envoient des montres à tester, tu vois? Là, je les ai planquées parce qu'il y a un mec qui était venu chez moi, mais j'ai plein de montres à tester, je m'éclate. Donc c'est un autre de mes acquis. Donc tu vois, quand tu es solo, là, ça commence à être chronophage, mais je m'éclate. Ah, génial. T'as pensé à... Je vais te connecter d'ailleurs tout de suite, ça me fait penser à quelqu'un qui est passionné de montres aussi, qui s'est bien enrichi à partir de ça. Maintenant, il a une boîte de formation, il investit dans d'autres classes d'actifs, quoi. Et ça, je pense qu'il y a une connexion vraiment intéressante Ouais. à faire là. Et comment, comment t'as découvert en fait cet univers des montres? C'est le hasard? Est-ce que tu avais déjà un intérêt sur le sujet ou Ouais, j'avais un intérêt, c'était pas de l'opportunisme, pur, tu vois? J'avais un intérêt, j'aimais bien les montres, j'ai toujours aimé les montres. Et là, pendant le confinement, j'étais avec une ancienne copine on était entre La Baule et le Pouliguen, pour ceux qui connaissent, on était au Pouliguen, entre Nantes et le Pouliguen, dans le Loire-Atlantique, hyper joli ce coin, super. Et là, j'ai une petite caméra parce que moi, j'ai toujours aimé créer du contenu. On n'en a pas parlé parce qu'on pourrait en parler on pourrait faire un épisode de 10 heures, mais j'ai toujours aimé créer du contenu. Je suis né en 86. Moi, à l'époque, je vivais à Angers vers 2005-2006. Il y avait Dailymotion qui était plus gros que YouTube à l'époque pour les plus anciens. Dailymotion, YouTube, ça se tirait la bourre fort. Et j'étais déjà en train de créer du contenu. Donc, j'ai toujours aimé les caméras, j'ai toujours aimé un peu le vlog, mais un peu en dilettante. Tu vois, un peu oui, non. Parce que j'avais pas assez confiance en moi et que j'avais peur du regard des autres, je pense. J'avais peur de balancer et que ma famille dise mais attends, ça correspond pas à nos standards et tout. Donc j'étais un peu en sourdine. C'est dommage. Et après, bon, avec la confiance en soi, ça va mieux. J'ai une caméra, j'ai une montre sympa, vlog, face cam, dans la rue, confinement. Mon côté rebelle, il n'y avait pas le masque, pas le truc, tu vois. Et je dis, ouais, je balance des folies, tu vois. La mentalité française par rapport à telle marque, là, c'est. Et waouh, les vues, ouh. Et je me dis, il y a un truc, parce que dans la bagnole, je suis parti du principe où les youtubeurs de voitures, les gros youtubeurs de voitures, t'en as qui sont pas experts des voitures, mais qui ont 1 million d'abonnés et tout va bien. Et les montres, c'était un milieu un peu confiné, un peu d'experts. Et moi, ça me fait chier. Moi, j'aime pas le côté professeur tournesol, donneur de leçons, expert, etc. Pourquoi est-ce que quelqu'un de lambda peut pas parler de montres haut de gamme, de luxe, etc. Il y avait un côté trop esthète, trop expert. Et moi, j'ai voulu casser les codes dans l'horlogerie, ce qui n'existait pas sur YouTube en France. Ça existait un peu à Dubaï, mais pas en France, bizarrement. Et du coup, je suis arrivé avec un ton très impertinent, un peu à la Tougan. Ouais. En fait, j'ai pris un ton à la Tougan dans la montre. Donc, t'en as qui étaient fous. Il me dit, mais qu'est-ce rigolo. Et t'en as qui m'ont dit, mais mec, bravo, c'est ouf. Tu dis ce que tout le monde pense tout bas. Et du coup, là, c'est en train de grave se développer et je commence à facturer des reviews. Enfin, ça devient assez ouf. Et c'est un truc qui n'était pas prévu, tu vois. Ça s'est fait chemin faisant. C'est Bah, parce drôle. que tu as osé. Voilà. Parce que j'ai Faut osé rien ouvrir souvent à ma ça. gueule en avril 2020 parce que j'en avais marre de rester enfermé toute la journée. Et j'ai dit, bon, bah, les gars, voilà. Nanana, nanana. J'ai osé. Et en fait, je dois avoir un côté très naïf, Cédric. C'est que je pense que pour entreprendre, il faut être très naïf. Faut être très idéaliste et j'ai pas pensé aux conséquences. Je me suis pas dit, «Est-ce que les gens vont pas aimer et tout?» J'ai fait ça impulsivement, j'ai balancé et puis j'ai essuyé deux trois remarques et 90 des commentaires, ils étaient encourageants et après je me suis dit: «Écoute, feu quoi». C'est un peu un combat de boxe, l'entrepreneuriat. Si tu pas prêt à prendre 2 coups, trouve un boulot, hein. Clairement. Je pense on peut potentiellement, si tu le souhaites, rester sur ce mot de la fin. Voilà, si t'es pas prêt à prendre des coups, trouve un boulot. Je trouve ça excellent. Est-ce que, voilà, j'ouvre quand même la porte de, est-ce que toi, tu voudrais rajouter un dernier mot supplémentaire pour nos auditeurs? Euh, Écoute, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses dans cet épisode, vraiment a été dense. riche, génial. Il était très riche, tu as posé des questions que j'avais pas entendues. Qui était pas préparé, Heu, hein, d'ailleurs. Il y en a plein qui sont non, 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 venus. mais tu as posé des vraies questions que même des journalistes de gros magazines m'ont pas posées. Par exemple, tu vois, le fait que, est-ce que le fait d'avoir travaillé avec des millionnaires et milliardaires t'a inspiré? À quel point ça t'a inspiré aussi à te lancer? Ça, c'est une question de fou parce qu'en fait, ça pèse très, très lourd dans la balance. Donc ça, c'est un en fait, tu m'as révélé des choses qui étaient un peu inconscientes. Merci à toi. Ah, merci Merci pour pour le compliment que tu me la fais, ça qualité de me tes fait questions. vraiment plaisir. J'espère que ça vous aura plu.
S'il y a des choses qui sont pas claires, contactez-moi, je vous répondrai et puis, non, c'était un super moment, hyper dense, hyper deep donc waouh! J'ai hâte qu'on se rencontre. Faut qu'on se connecte, c'est Ah ouais, sûr. carrément. Ah, je suis en France, tout le mois de décembre, dans ma maison du sud de la France, là, à côté d'Aix. Voilà, si, OK, bah, jamais écoute, tu je en es serai, parages. du côté de Cannes, autour de Noël donc Ah bah si oui, on on arrive à se pas connecter loin. si on arrive à se connecter avec grand plaisir, enfin, OK. on arrivera à un moment, tu vois? C'est sûr que ça va se faire, c'est évident mais en tout cas, c'est top. Merci beaucoup, hein, pour tout ce que tu as livré, pour, tout le partage. Il y a vraiment des pépites, en termes d'inspiration là, dans cette vidéo. Je mets tous les liens dans la description, en commentaire imprévés, à la fois donc vers ton site internet où il y a plein d'infos sur toi, ton bouquin, formation, tout ce que tu as fait au niveau des parkings. Vous pouvez taper aussi son nom sur YouTube, vous trouverez d'autres interviews. Je Ouais. pense que beaucoup auront apprécié euh, voilà, ton franc-parler, les idées que tu as pu nous transmettre aujourd'hui. Et puis, bien sûr, la chaîne, là, je mets sur le petit au niveau de YouTube et de la même manière, je mets le lien en description et commentaire épinglé. Merci beaucoup, Alexandre. Merci d'avoir pris contact avec moi sur LinkedIn. Ouais. C'est Je t'ai voilà, contacté, c'est vrai, il faut le dire, génial. c'est moi qui t'ai contacté. J'aimais beaucoup ce que tu faisais. Hem, Ton côté connecteur de gens complètement atypique en France, complètement, tu vois, je me dis: «Mais qui est cet ovni?» Pour moi, tu étais un ovni. Je me suis dit: «Ce mec est un ovni», heu et du coup, je t'ai contacté. Je t'ai contacté sans intro, sans dire: «Ah tiens, on a en commun telle personne». Ouais, Puis c'est vrai. finalement, on se rend compte qu'on a des gens en commun, Ouais. mais ça a été au feeling comme tout ce que je fais et Ouais, bah, finalement, tu vois, ça nous amène à faire un top épisode. on a parlé de toi avec Ismaël Bernus il y a pas longtemps là. Ouais, qui est un super gars avec qui j'ai fait un podcast. Ouais, On il est est on est encore en top. contact, on s'est parlé il y a pas très longtemps. Ouais, Super. et vous avez fait un beau podcast ensemble, donc Ouais, ouais, c'est un petit monde, hein, effectivement, c'est un petit monde. voilà. Mmh. Écoute, c'était génial. Je suis très heureux à nouveau. J'espère que voilà, ça vous aura plu. Ben, mettez-le en commentaire, hein, dites-le nous. N'hésitez pas à faire des remarques, à partager aussi. Ben, si vous êtes rentré en résonance avec ce qu'on a pu dire, vous, dans vos choix de vie, dans vos objectifs, ça, je pense que ça apportera de la valeur à tous ceux qui auront l'occasion de lire les commentaires. Et puis moi, je prendrai le temps d'y répondre ou d'alerter Alexandre s'il y a Ouais, des je le ferai aussi, je le points. ferai aussi. Voilà. À très bientôt. Merci à À tous. très Merci bientôt. Alexandre. Salut. Merci à toi Cédric. Salut.